Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez. Voilà, on va être très vite un certain nombre pour lancer ce direct. En réalité, on a eu un problème, hein, un problème technique parce qu'on a utilisé les mauvais codes. Donc, on était normalement connecté déjà ailleurs, mais c'était pas sur le site de Médiatique. Donc, on s'excuse de ne pas d'avoir grillé quasiment 30 minutes ailleurs. Heureusement que les administrateurs de Médiatique nous ont vite fait un rappel à l'ordre, qui nous permet donc de nous retrouver ici. On va devoir reprendre tout ce qui avait déjà été dit. Oui, bonjour Michel Noussi. Bonsoir cher Mustapha. Bonsoir Victoire. Bonsoir tout le monde. On va très très vite rattraper donc le temps perdu parce que je le disais tout à l'heure, nous avions commencé ce direct à 18h pile, mais on s'est trompé de code et donc on était sur notre page et pas celle de Médiatique, qui est le média qui nous accueille aujourd'hui, un média dont nous sommes fiers de la croissance. Oui, parce que aujourd'hui, notre pays a plus que besoin, un besoin urgent des plateformes dédiées comme celle-là, où on peut créer une certaine interactivité entre Camerounais et puis de pouvoir débattre de toutes les questions, et cela sans musellement. Hein. Donc, on est déjà un certain nombre, on peut lancer le direct. Il y a plusieurs débats qui ont animé la société ces derniers temps. On a observé que beaucoup de Camerounais, parmi ce qu'on appelle élite, entre guillemets, ont démissionné de la responsabilité qui est la leur de pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand les choses ne vont pas bien dans notre pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est des enfants, c'est nos jeunes frères, en réalité, qui devraient nous prendre pour des modèles, des exemples. C'est eux qui prennent la responsabilité aujourd'hui, à leur risque et péril, de porter sur la place publique les choses qui ont retardé notre pays ces dernières années. Et en contrepartie, bien entendu, vous avez tous les conservateurs, hein, les gens qui sont dans ces pratiques-là, malsaines, ces pratiques coupables, déplorables, qui s'organisent en petit lobby pour dire, bon, on va museler un Ébala, il ne va plus parler, on va attenter la vie d'un tel, on envoie des équipes action de nos services de renseignement pour aller traquer les ennemis, entre guillemets, de la République à l'étranger. Non, je pense que déjà, on va tuer personne. Hein. Il faut que les choses soient très claires. C'est fini l'époque où, parce qu'on n'était pas d'accord, au lieu de s'asseoir autour d'une table pour régler les problèmes, eh ben, on vous envoie des missionnaires, des gens qui vont vous injecter un formol au détour d'un séjour dans un autre. C'est fini cette époque. Ou des gens qui vont aller exécuter des opposants ou des gens qui ont une pensée contradictoire à l'étranger. Ça, c'est fini. C'était à l'époque. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère fait qu'il y a des choses qui ne peuvent plus avoir lieu dans le monde actuel. Je prends le cas de la France, que nous contrôlons. Toute équipe étrangère, n'importe quel service étranger africain qui entre en France avec une mission malsaine est tout de suite détecté. Et ce qui va se passer les prochains jours, c'est que nous allons commencer à les faire interpeller pour qu'ils soient rapatriés dans notre pays. Et j'en appelle ici à la conscience de nos frères. Je suis d'accord que chacun est payé dans la société pour faire un métier, mais ça ne peut pas être un métier allié tuer d'autres Camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point de vue divergent, parce qu'ils ont une parole divergente, et surtout parce qu'ils disent des choses qui sont réelles dans notre société. Moi, je pense clairement qu'aujourd'hui, ceux qui font du mal à notre pays ne sont pas forcément ceux qui dénoncent tous les jours. C'est ceux qui nous affichent à Mondovision, qui font du Cameroun aujourd'hui la risée de tout le monde. Vous imaginez, on annonce une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, à fort renfort de communication, de publicité dans le monde entier. Au moment où le monde se prépare à se déverser vers le Cameroun, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de compétition. Pourquoi? Parce qu'on est incompétent à pouvoir l'organiser. Il n'y a pas pire trahison pour un pays, il n'y a pas pire propagande négative pour un pays que ça. Alors, ce n'est pas le bonhomme qui va venir dénoncer les Camerounais qui se sont rendus coupables de cette forfaiture qui doit avoir des escadrons de la mort à ses trousses. Au contraire, on doit réfléchir, à défaut d'envoyer des escadrons de la mort à ces gens-là qui jouent avec l'image de tout un pays. En tout cas, au temps d'Aïdio, c'était vite réglé. On a vu comment ça s'est passé en 72. Donc, à défaut de leur envoyer ça, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne,
Donc, nous ne prenons pas forcément qu'on puisse en arriver à l'élimination physique des gens, mais à défaut de leur envoyer des escadrons de la mort, eh bien, on pourrait faire autre chose, tout simplement les écarter de la gestion des affaires publiques. Donc, il y a plusieurs sujets qu'on va évoquer. Il y a ce sujet donc, de, tout, de tous les lanceurs d'alerte, du type Sébastien Ebala et bien d'autres, dont la vie pourrait, je dis bien pourrait se trouver menacée, de dire de manière très claire à tous ceux qui sont derrière ce type de manœuvre, à tous ceux qui sont derrière ces entreprises, que c'est fini cette époque où on tuait les gens. Parce qu'ils ont dit qu'ils oubliaient ce schéma-là. Oubliez. Personne ne tuera ni Ebala, ni un autre Camerounais, parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, eh ben, c'est de prendre conscience que les choses ne vont pas bien dans notre pays. Si les gens parlent, ils ne parlent pas pour rien. Eh ben, faire asseoir tout le monde autour de la table et qu'on aille vers la résolution de nos problèmes de manière intelligente. Donc, il y a 3 sujets. Moi, je voulais quand même qu'on parle en priorité, là, en entrée de jeu, de cette histoire de notre frère enseignant qui a été tué par son élève du côté de Colbison. Donc, pour ceux qui nous regardent, Colbison, c'est la banlieue sud de Yaoundé. Donc, là-bas, il y a un lycée, le lycée de Colbison. Un élève a tué son professeur. Aujourd'hui, c'était la cérémonie d'obsèques de ce professeur. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est de voir la mobilisation populaire qu'il y avait pour accompagner la dépouille de ce jeune professeur. La deuxième chose qui m'a frappé, c'était les composantes de cette masse populaire. On a vu beaucoup de jeunes, on a vu ses collègues enseignants, on a vu surtout une population qui n'a rien à voir avec l'enseignement, qui est venue en solidarité. S'il y a des jeunes, au moment où on dit qu'il y a une défiance de la jeunesse pour l'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière très simple que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est en besoin d'éducation, en besoin de formation. Il y a juste quoi? Il y a juste un vide. Le vide est dû à quoi? Est dû à quoi? On demande à des parents d'être des éducateurs formidables pour leurs enfants, alors qu'avec plus de 60% de taux de chômage, la vie des parents elle-même est déjà un problème. Ils ont du mal à s'assumer eux-mêmes en tant qu'individus parce qu'ils ont ces problèmes existentiels qu'ils n'arrivent pas à régler. Comment voulez-vous qu'ils soient des bons éducateurs pour leurs enfants? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'ils vont sous-traiter l'éducation de leurs enfants aux enseignants. Maintenant, allons voir les enseignants. Est-ce qu'ils sont mieux lotis? Eh bien non. Ah oui, parce que l'enseignant aujourd'hui au Cameroun, c'est le parent pauvre de notre société. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé parce qu'il y a une cause profonde. Et moi, je suis toujours pour qu'on interroge la causalité profonde des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Sinon, si nous ne faisons pas cette démarche, eh bien, la conséquence, c'est qu'on va toujours faire des mauvais diagnostics et donc appliquer des mauvaises thérapies. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans les années 80, nous avons très mal géré notre pays. On s'est retrouvé à ne plus pouvoir assumer la charge de notre pays, donc à devoir recourir aux usuriers pour qu'ils nous donnent de l'argent et qu'on continue à fonctionner comme un État normal. Ces usuriers, c'est qui? C'est toutes les institutions bretton-woodiennes, FMI, Banque mondiale. Il faut qu'on soit très pédagogue dans l'explication. Il faut que les Camerounais comprennent ce qui se passe réellement. Et donc, en faisant recours à ces gens, FMI, Banque mondiale, eh ben, c'est des noms, on dit non, il n'y a pas de problème, on vous prête de l'argent. D'ailleurs, on vous en donne là. Sauf que nous, on va avoir un droit de regard désormais sur la manière dont vous gérez votre pays, parce que ce n'est que la manière dont vous gérez votre pays qui peut nous garantir que vous allez nous rembourser notre argent qu'on vous a donné. Ça nous a enfanté les programmes d'ajustement structurel. L'une des conséquences de ces programmes d'ajustement structurel, c'était quoi? Eh bien, ces gens-là nous ont dit, il faut que l'État se désengage des dépenses d'éducation, que l'État se désengage des dépenses médicales, parce que pour eux, c'était des dépenses sociales et non pas de l'investissement. Et à l'époque, en face, pour défendre les intérêts camerounais, eh ben, on n'avait pas forcément des gens très brillants et capables d'asseoir une relation basée sur l'altérité. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a signé ce truc-là, cette grossière erreur, on l'a entériné, et donc, on a un État qui s'est désengagé de l'éducation. Ça veut dire que pendant plusieurs années, on a arrêté de former nos enseignants, on n'engageait plus des enseignants dans la fonction publique. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand on en engage, vous avez des gens qui travaillent, ils attendent des années après pour avoir leur premier salaire. Une hérésie. Donc, on a fait ça. La conséquence directe a été quoi? A été qu'on était un jeune État pour dire aux gens
il faut payer désormais pour avoir accès à l'éducation, mais il faut en face donner aux gens le pouvoir d'achat qui leur permet de payer. Mais avec plus de 65% de personnes au chômage, où est-ce que les gens prennent l'argent? Ce qu'on a vécu, c'est quoi? C'est qu'on a eu beaucoup de Bill Gates camerounais, de futurs Bill Gates, de potentiels Bill Gates ou Mark Zuckerberg, qui sont sortis des schémas scolaires, qu'on a laissés sur le bord du chemin, parce que les parents n'ayant pas d'argent, bon, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous restez à la maison, vous n'allez pas à l'école. Donc, on a appliqué bêtement ces préconisations, et la conséquence, en appliquant bêtement ces préconisations, c'est que tout notre secteur d'éducation est mort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un professeur d'université, un professeur de collège ou un enseignant d'éducation de base qui parfois attend le taxi. Et c'est son élève qui passe avec une moto qui lui propose « Prof, je te dépose ». Vous voulez que, après qu'il soit redevable de son élève, qu'il ait quelle autorité sur lui? Donc nous avons paupérisé nos enseignants. En paupérisant nos enseignants, nous avons détruit l'enseignement. Or, si vous voulez vous attaquer à un pays, il n'est même pas utile d'utiliser des bombes ou tout. Attaquez-vous à l'enseignement du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens conformes, c'est les gens qui n'ont pas de niveau, et ben, ils n'ont pas de niveau, donc ils pourront assurer aucune pérennité à la vie du pays. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous, dans le projet que nous portions, au niveau du MP3, nous avons proposé de mettre 40% du budget de l'État pendant 10 ans pour l'éducation. Ça allait permettre quoi? Ça permettrait qu'on ait des bourses pour les étudiants, les lycéens au niveau d'éducation de base. 100% de bourses ou au moins 80% de bourses. Étudiants, lycéens, boursiers. Ça nous permet de faire en une génération ou deux émerger des gens qui vont être formés, qui avec leur formation pourront avoir accès à des emplois décents, avoir un pouvoir d'achat et eux maintenant pouvoir financer les études de leurs enfants. Et donc on a un désengagement progressif de l'État. Ça, c'est des choses obligatoires que nous devons faire. La deuxième conséquence, si nous mettons en place ce système où il y a 40% du budget national qui est dévolu à l'éducation, la conséquence aussi, c'est que nous, on ne veut pas des professeurs qui gagnent. Pour nous, un enseignant de l'éducation de base doit avoir salaire minimum 400 000. Donc, nous, on est pour tripler les salaires. Enseignement supérieur, salaire minimum 600 000 francs. Et quand je dis ça, je vois beaucoup d'entre vous en train de faire des grands yeux en disant « mais lui, c'est un doux charlatan, qu'est-ce qu'il raconte? Où est-ce qu'on va prendre l'argent pour financer ça ?» Je prends un exemple très simple. Il y a quelques mois, on a annoncé l'éviction de Bolloré du port de Douala. La gestion a été reprise par des locaux et en un mois, le directeur général du port de Douala annonce qu'il est passé d'une rentabilité, Bolloré payait 2 milliards et demi à l'État camerounais par mois, et lui, en un mois, il a fait 21 milliards. Donc, on avait on avait un banque à gagner de plus de 18 milliards de francs. Ça, c'est des fonds qui ne sont pas budgétés, par exemple, dans le budget. Et donc, avec ces fonds, on peut financer une mesure comme celle-là. Pour ne prendre que ces fonds. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources. Ceux qui disent ça sont des menteurs. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on a une richesse qui est mal redistribuée. On a ce qu'on appelle une privatisation des profits et une mutualisation de pertes. C'est les mêmes gens toujours qui se retrouvent à gérer nos excédents, tout ce qui peut rentrer comme richesse, et le gros de la population trinque. Elle est paupérisée complètement. Donc l'idée pour nous, c'est de se dire, il faut revaloriser le statut de l'enseignant. Vous ne pouvez pas régler ce problème autrement. Vous savez, dans les pays comme la Corée du Nord, les premiers postes, les plus gros salaires dans la fonction publique en Corée du Nord, ce sont les enseignants. On devrait faire la même chose parce qu'on voit le niveau de la Corée du Sud aujourd'hui. La Corée du Nord, elle a pu nous bâtir des entreprises fabuleuses comme Samsung, des grosses mastodontes internationales. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, il y a de bonnes formations. Donc, il faut revoir le statut de l'enseignant, tripler son salaire, première mesure. Deuxième mesure, aujourd'hui, le problème n'est pas que celui de l'enseignement. Il y a un problème global. On ne va pas continuer à laisser 65% de notre population dans les maisons sans travail et s'imaginer que les choses vont aller bien. Il faut trouver du travail à ces gens pour qu'ils puissent même jouer leur rôle de parents à la maison. Que voulez-vous qu'un type stressé
soit capable de donner comme éducation à son enfant. Mais il n'y a aucune éducation qu'il lui donnera. À l'époque, je me souviens, quand on était plus jeune, quand il y avait un événement important, s'il y avait des gens qu'on appelait en priorité, c'était les enseignants, c'était les autorités religieuses, les autorités spirituelles. Voilà comment fonctionnait notre pays à l'époque. Aujourd'hui, tout ça a foutu le camp. On a laissé se déliter tout un secteur aussi stratégique. Il en est pareil pour la santé. Regardez par exemple, pendant des années, on a arrêté de faire des concours pour intégrer des professeurs, des enseignants dans nos écoles, dans nos universités. Au même moment où on a arrêté de faire ça, depuis les années 80, chaque année, il y a un concours d'entrée à l'ENAM et un concours d'entrée à l'IRIC. Alors, ce n'est pas pour dévaloriser ces métiers, les métiers d'administrateur ou ceux de diplomate, mais quand on veut objectiver l'apport de ces deux catégories, là, diplomate et administrateur, dans l'économie du Cameroun ou dans le développement du Cameroun, il y a quel apport qui fasse qu'eux, ils bénéficient d'un concours tous les ans pour intégrer les gens dans notre administration publique et qu'on n'intègre pas les enseignants. Ou alors, quand on intègre un enseignant, au bout de nombreux sacrifices, eh bien, il se retrouve à travailler pendant des années sans qu'il n'ait de salaire. Comment on peut régler les problèmes de cette manière? À mon avis, on ne pourra pas régler les problèmes de cette manière. Donc, il faut avoir une approche globale pour qu'on soit sur des solutions efficientes. Nous, on a pensé à autre chose, d'ailleurs, qui était de dire qu'aujourd'hui, il faut professionnaliser les enseignements dans notre pays. C'est quoi professionnaliser? Soyons terre à terre. Nous, on a un projet qui est de créer 40 LITEC Pro. C'est les lycées techniques professionnels. Donc, en abrégé, LITEC Pro. 4 par région. Nous avons 10 régions au Cameroun. Ça fait 40 lycées. Nous allons les financer comment? Nous allons les financer sur fonds publics, sur le budget de l'éducation. Parce qu'un lycée technique, c'est 8 milliards. 40 lycées, on est dans une assiette de 320 milliards de francs qu'on peut prendre sur le budget d'éducation d'une année. On finance 40 lycées. Quelle est la conséquence d'avoir 40 lycées techniques professionnels? Eh bien, la conséquence, c'est qu'on va former des jeunes gens à des métiers d'aujourd'hui, aux métiers d'avenir. Exemple concret, Mercedes envisage de délocaliser la branche dessinateur industriel sur le Cameroun, donc ils auront besoin d'une main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que Mercedes fait? Ils se mettent en liaison avec un lycée technique professionnel et ils sponsorisent un module de formation, la formation des dessinateurs techniques professionnels. Donc, ces jeunes-là sont formés à ce métier, ils sont formés à la culture d'entreprise. Quand ils sortent de ces lycées techniques, ils entrent directement chez Mercedes. Il y a des emplois en face. Et former des gens comme ça, ce n'est pas tout simplement leur donner la vocation d'intégrer le marché camerounais. Le Cameroun aujourd'hui est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Vous avez plein de pays à côté qui sont demandeurs de main-d'œuvre formée. Donc tout cela peut générer de la richesse, peut générer de la valeur. Il faut réfléchir de manière pratique à ces questions et sortir tout ça du débat politicien. Parce que c'est ça qui tue notre pays aujourd'hui. Vous avez des bonnes idées qui viennent, mais quand elles ne sont pas estampillées RDPC, eh bien elles passent tout de suite à la trappe. Ou alors on va les appliquer, mais on va les appliquer en n'associant pas ceux qui les portaient, et donc on va mal les appliquer. Parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça marche. Alors, il y a une chose qu'on va inaugurer aujourd'hui avec vous, c'est les administrateurs de médiatique qui me demandent de vous le dire, c'est l'interactivité. Parce que c'est une page qui vit grâce à vous, grâce aux nombreux abonnés qui se connectent tout le temps, et elle vit grâce à vous, mais sans qu'il y ait une interactivité. On a des conférenciers très brillants, des gens comme Sébastien Aibala et d'autres, et bien d'autres, qui viennent discourir sur cette plateforme, mais qui parlent tout seuls. Donc le but de Médiatique maintenant, c'est d'inaugurer l'interactivité. Ça veut dire que vous avez un numéro de téléphone, je crois qu'on vous l'a communiqué déjà, un numéro de téléphone WhatsApp, hein, je crois qu'il a été communiqué, c'est le 691 721 923, donc précédé de 00237, le 00237 691 721 923, si vous souhaitez participer en direct à cet échange, et voilà, et de pouvoir nourrir nos points de vue. Voilà. Donc, sur la question de l'enseignement, voilà à peu près l'approche que nous avons. Maintenant, pour venir à l'autre sujet qui a, avant de parler, bien entendu, de tous les lanceurs d'alerte qui sont menacés de musulmans, pour venir à l'autre sujet qui a secoué un peu l'actualité camerounaise, il y a eu l'arrestation d'un journaliste, Martinez Zogo, récemment,
Alors, le but du jeu, ce n'est pas de dire, oh, c'est un pauvre innocent, il a été maltraité. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est une chose. Il n'y a pas une prise de parole du président Biya où ce dernier ne déclare que le Cameroun est un État de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben, si c'est un État de droit, pour nous, l'autorité respectable, c'est une autorité exemplaire, c'est une autorité bienveillante. Donc, ils doivent être les premiers à appliquer le droit camerounais pour que cela serve d'exemple aux masses populaires. Mais on a un individu, journaliste de surcroît, ça veut dire quoi? Quelqu'un dont le métier est de donner des informations. Maintenant, dans les informations qu'il donne, certaines peuvent être erronées. Il n'appartient ni à vous, ni à moi qui vous parle, de dire il a diffamé ou pas. La loi camerounaise est très claire. D'abord, on n'interpelle pas un journaliste pour diffamation. Ce qui peut être fait, c'est qu'un procureur ne peut pas faire enfermer un journaliste pour diffamation parce que le procureur n'est pas fondé pour établir une diffamation. Dans le cadre de Martinez-Ogo, on parle de soupçon de diffamation. La seule personne qui peut établir une diffamation, c'est le juge de siège, parce qu'il est la seule personne habilitée à rencontrer le prévenu et de demander à ce dernier, donc journaliste, de lui produire les preuves de ses affirmations. Et c'est s'il ne peut pas produire les preuves de ses affirmations, je vous parle bien d'un juge, hein, pas d'un procureur qui signe le mandat de déferment. Donc, s'il ne peut pas produire face à un juge, en ce moment, on peut être dans la qualification, on peut utiliser la qualification de diffamation. Donc, pour l'instant, ce que nous avons vu au Cameroun, c'est quoi? C'est qu'un matin, on débarque dans une entreprise, on enlève, parce que pour moi, ça ne respecte pas du tout les canons du droit, on n'est pas du tout dans le respect des procédures. On enlève un citoyen, on l'amène dans un commissariat ou une gendarmerie, il y passe plusieurs jours. Déjà, pourquoi vous l'arrêtez pour qu'il passe plusieurs jours? Si vous n'avez pas des éléments assez aboutis dans votre enquête, eh bien, vous attendez. Pour que vous soyez interpellé dans un pays normal, il faut que la police fasse d'abord un travail. Avant, ce n'est pas quand on vous prend, on vous garde, qu'on commence à réfléchir ce qu'on va mettre dans la procédure. Donc, on le prend, on l'amène, il passe plusieurs jours en garde à vue, et puis un matin, on apprend qu'il est déféré. Pourquoi? Parce qu'il aurait diffamé. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Moi, personnellement, je ne suis pas pour que les attaques personnelles, surtout sur le personnel non public. Je m'explique. Si la femme d'un responsable public est incriminée dans une affaire, elle n'est que la femme du responsable public. Donc, il est compte, on doit les régler avec les gens qui ont un mandat public. Pour nous, avec eux, il faut être sans pitié. Maintenant, tout ce qui touche à leur vie privée, tout ce qui touche à leurs proches, à leur famille et compagnie, à mon avis, on peut en faire l'économie. Donc, mais, je leur dis une fois de plus, on ne peut pas laisser faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Cameroun. C'est le règne de l'arbitraire. Parce qu'on a un petit bout de pouvoir, une petite parcelle de pouvoir, on s'en sert pour piétiner les lois de l'État et on salit l'image du Cameroun. Parce que j'entends les gens dire, oui, aujourd'hui, il y a des gens, même le président Biya l'a dit récemment, dans une prise de parole publique, en indexant la diaspora. Il a dit, oui, cette diaspora qui est passée maîtresse dans les entreprises de déstabilisation, de salissure de l'image. Mais non, c'est pas eux les principaux responsables de ce qui se passe. Vous vous rendez compte, quand on mobilise l'opinion internationale pendant des mois et des années, on leur dit, bon, on est en train d'organiser une compétition au Cameroun, le Cameroun va abriter une compétition, et à quelques mois de cette compétition, ou plutôt à quelques jours, on nous annonce que non, le Cameroun ne pourra plus. Est-ce qu'il y a pire salissure que celle-là? Que fait-on des responsables de cette chose? Alors, on ne va pas condamner ces responsables, c'est plutôt ceux qui dénoncent le fait de ces actes de forfaiture. C'est sur eux qu'on va s'acharner. Non, il faut qu'on soit un peu cohérent quand même dans la démarche qui est la nôtre. Ce que nous avons aujourd'hui, on dit, c'est l'élitisme des élites qui produit le populisme du peuple. Ce que nous avons aujourd'hui au Cameroun est la conséquence de la manière dont notre pays est géré. On ne l'a pas bien géré. Et le dire, ce n'est pas être l'ennemi de X ou d'Y. Ce n'est pas le sujet. On s'en fout des gens. On n'est pas là pour des problèmes personnels. On est là pour les problèmes de la République. Aucun Camerounais, ni le président Biya, ni ses ministres, aucun Camerounais n'a un acte de propriété sur le Cameroun. Le Cameroun est la propriété de tous les Camerounais, tous ensemble. Et donc, quand certains ont à leur actif la gestion des affaires publiques,
ils ne peuvent pas considérer que parce qu'on leur a donné cette gestion des affaires publiques, ça veut dire que le pays leur est dû. Non, il faut dénoncer. Et c'est fini l'époque où on envoyait des tueurs, notre service action, de nos services d'intelligence locaux, pour aller éliminer un tel à Washington, à Paris, parce qu'on n'est pas d'accord avec ses prises de position, ou éliminer un Ebola parce qu'il aurait dit telle chose. C'est fini ça. Personne ne sera tué. Vous ne tuerez personne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la solution au problème que nous rencontrons dans notre pays. On nous a d'ailleurs signalé la présence, parce qu'il faut savoir que la France, on la contrôle. Donc, oubliez de ce côté. On nous a signalé la présence de certains membres de service, des membres actions d'un service étranger africain. Ce qui va se passer désormais, c'est qu'ils vont être interpellés, tout simplement, et renvoyés vers leur pays d'origine. Parce que si vous n'avez pas compris le rapport au karma pour un pays, les autres l'ont compris. Ils ne vont pas laisser que vous veniez faire les saletés chez eux, que le sang soit versé ici parce qu'on veut satisfaire l'ego de X ou Y qui est au pouvoir. Non, ça ne se passera plus de cette manière. Donc, personne n'attentera à la vie de personne. En revanche, bien entendu, nous appelons à la responsabilité. Oui, je parlais des questions de journalistes tout à l'heure, il y a quand même un historique. Les gens ne se sont pas levés un matin au Cameroun et ont commencé à insulter les autorités. Il y a une histoire. L'histoire, nous, on en a été témoins. Dans les années 2000, quand on a libéralisé l'audiovisuel au Cameroun et que ce genre a été inauguré dans les radios, donc vous aviez des problèmes avec un journaliste et puis il utilisait l'arme de l'antenne pour vous salir, pour dire des choses sur vous. Nous, à l'époque, en tant que professionnels de la profession, on était allé rencontrer le ministre de la Communication, qui était là à l'époque, pour lui dire il y a une dérive qui est en train de menacer la réputation de quatrième pouvoir de notre métier. Il faut qu'on mette un terme à ça en mettant tout de suite des mesures, des régulations du métier. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ministre de la Communication, nous sommes au début des années 2000, 2001, eh bien, il n'a rien fait. Au contraire, il était ravi parce que pour lui, si on avait un corps de la presse paupérisé, faible et tout, ça arrangeait leur affaire. On avait un exécutif qui n'avait pas de contre-pouvoir. Donc, ils ont laissé pourrir la situation. Ils ont laissé que s'installent des charlatans, des oisifs sur les antennes, des gens qui insultent et tout. Et puis, ils n'ont pas prévu qu'à un moment donné, il pleut sur tous les toits, que ces gens pourraient aussi commencer à s'attaquer à eux. Aujourd'hui, que ces gens s'attaquent à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est de dire oh, vraiment, c'est n'importe quoi, on commence à arrêter les gens. Mais non, c'est le Cameroun que vous avez construit. Il faut l'assumer. C'est aussi simple que ça. On ne va plus mettre les gens en prison parce qu'ils ont dit les choses, alors que c'est vous qui avez laissé prospérer les choses de cette manière. Je vous le dis, et les témoins de cette histoire sont toujours en vie. Ils sont là, vous pouvez les interroger. Nous sommes en 2001 allés rencontrer le ministre de la Communication de l'époque chez lui à la maison, parce qu'on voyait cette dérive arriver, les gens commençaient à monter sur les antennes pour insulter. On lui a dit, nous sommes les professionnels du métier, il faut tout de suite qu'on mette en place des mécanismes de régulation parce que notre quatrième pouvoir est menacé. Pour que nous soyons en quatrième pouvoir, il faut qu'on soit crédible. Mais pour qu'on soit crédible, il faut qu'on n'ait pas n'importe quelle pratique dans notre métier. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire, ça les arrangeait. Oh, de toute façon, on a des journalistes qui sont clochards. Donc, du coup, comme ils seront clochards, on n'aura pas des gens qui pourront nous challenger et compagnie. Aujourd'hui, on a un pays qui... Donc, la responsabilité, moi, je vais vous le dire tout de suite, ne cherchons pas le midi à 14h. La responsabilité de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est notre majorité actuelle. C'est eux qui ont laissé prospérer ça et qui font semblant hypocritement de s'en plaindre aujourd'hui parce qu'ils commencent à être attaqués. Bon, une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que tout le monde qui prend la parole pour dénoncer au Cameroun s'inscrit forcément dans le registre charlatan ou oisif, personnage oisif. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je décris juste une pratique qui accourt de manière générale dans notre pays. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur la question de l'arrestation de Martinez-Ogo. Eh bien, s'il est coupable des diffamations, il faut que ce soit établi par un juge de siège. Et pour que ce soit établi par un juge de siège, un procureur n'a pas le droit de signer un mandat de dépôt. C'est ce que la loi dit. Moi, je vous dis bêtement les choses telles qu'elles sont prévues par notre droit. Donc, moi, je veux comprendre au nom de quel droit on enferme des gens. Au Cameroun, ça a été le cas aussi de Gilbert Baongla dans une autre mesure.
où du jour au lendemain, il a été interpellé et depuis, il est en prison. Ben, vous interpellez des gens, si vous n'avez pas grand-chose contre eux, ben, vous attendez d'avoir des choses pour les interpeller. Mais on a quasiment plus de 6 mois en ce qui nous concerne de détention préventive. C'est énorme. Si c'est pour un crime de diffamation, il va avoir une condamnation de combien de temps pour rester en détentif pendant 6 mois, en préventif pendant 6 mois. Mais c'est énorme. Vous voyez, on est sur des injustices comme ça, et c'est des injustices qui vont faire quoi? Qui vont cristalliser toujours la colère et le ressentiment des Camerounais. Et c'est fini l'époque où on soulevait des mentons et puis les gens, tout le monde avait le doigt sur la couture du pantalon. Et il faut peut-être aussi interpeller ici la responsabilité collective des Camerounais. Ce ne sont pas les Sébastien et Bala qui doivent prendre sur eux aujourd'hui de porter un combat qui doit être le combat de tous les Camerounais. Il a quel âge ce jeune? C'est un jeune. C'est les aînés que nous sommes qui aurions dû lui montrer la voie à suivre, lui dire, ben non, quand ça ne va pas, on s'indigne. Mais nous avons laissé aujourd'hui tous lâches, que ce soit d'autres qui prennent des risques. Et tout seul, parce qu'en guise de soutien, il ne suffit pas de marquer like, oui, tu es le meilleur, c'est vraiment, nous te soutenons. C'est pas ça le soutien. Le soutien, on veut le voir de manière efficace. Un combat se finance. Moi, j'aimerais bien voir des gens qui disent, bon, écoutez, les Asiatiques, vous abattez un travail formidable. À défaut d'être opérationnel comme vous, on va soutenir votre cause. On va vous mettre, nous, on va se mensualiser pour vous mettre un petit truc pour développer votre chaîne, votre page. C'est ça, l'intelligence collective. Mais on ne fait pas ça. D'accord, on laisse quelques-uns se battre tout seuls et donc en se battant tout seul, quand ils sont neutralisés, tout s'arrête. Mais non, soyons sérieux quand même un instant. Et je sais que les Camerounais peuvent être sérieux. Il est temps aujourd'hui d'avoir un sursaut parce que nous ne pouvons pas. Moi, j'ai dit l'enjeu, je l'ai toujours dit, pour moi, l'enjeu n'est pas le président Biya. L'enjeu, c'est l'après-président Biya. Parce que si nous avons attendu 37 ans, ce n'est pas à la 37e année qu'on va commencer à faire focus sur quelqu'un qui a vocation à partir, rattrapé par la limite naturelle du temps. Donc, on travaille pour l'après Biya. Est-ce que nous allons laisser que les mêmes pratiques que nous avons aujourd'hui prospèrent dans l'après Biya? Pourquoi? Parce qu'il y a ces seconds couteaux, certains de ces lieutenants qui sont positionnés en embuscade déjà, ils attendent de mettre le grappin sur le pouvoir. Mais non, ça ne marchera pas, les gars. Ah oui, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est quoi? Il faut thésauriser le maximum d'argent possible. Ça vous crée des comptes maintenant, même dans les endroits les plus inimaginables. Quand on vous appelle pour vous dire, ah, mais tu connais tel nom? Oui. Et il a un compte chez vous, vous dites, mais comment un tel se retrouve à avoir un compte aux Comores? C'est quand même juste pas impossible. Non. Et ils en sont là, thésauriser l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une équation, on met la main sur le pouvoir. Vous n'aurez pas ce pouvoir. Ça, il faut oublier. Nous, la ligne qui est la nôtre, celle de notre mouvement, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a touché le fond, on est obligé de rebondir. Donc, on est obligé de partir sur un système de gestion qui est vertueux. Et être vertueux, c'est quoi? Être vertueux aujourd'hui, c'est de prendre le meilleur de ce que le Cameroun a. Peu importe les bords politiques, parce que le but du jeu, ce n'est pas de dire que tout ce que la majorité fait n'est pas bien. Non, il y a des talents dans cette majorité. La preuve. Vous voyez comment on fait pour savoir qu'on a mis en place toute une colonne de tueurs pour aller neutraliser telle personne? Ben, c'est bien toujours les gens de cette majorité. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une généralisation qui va être néfaste. Il y a des gens dans cette majorité qui sont pour que la médiocrité s'arrête, mais peut-être qu'ils sont minoritaires. Ils n'ont pas une voix qui porte. Et donc, ils contribuent au combat comme ils peuvent. Donc, il faut qu'on évite, qu'on ne fasse pas l'erreur d'être dans une généralisation systématique. Oui, la majorité, donc, il n'y a rien de bon qui peut venir de... Non, c'est faux. Il y a des gens utiles, là, qui peuvent être utiles pour le Cameroun de demain, le Cameroun que nous devons reconstruire. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on rassemble tout le monde, qu'on réconcilie les Camerounais pour reconstruire un nouveau pacte fondateur. C'est de ça que notre pays a besoin. Et pour ça, il faut être dans une stratégie inclusive. Il faut prendre le meilleur de ce que nous avons partout. Et à la limite, ce n'est pas avec la démocratie qu'on développe un pays. C'est la bonne gouvernance qui développe un pays.
À la limite, qu'on mette un peu entre parenthèses l'épisode démocratique qui nous perd beaucoup de temps. Vous vous rendez compte? Là, je transpire là, à parler. Pendant ce temps, je pourrais inventer un théorème qui va révolutionner la vie des populations chez nous. Et tout ça, c'est quoi? C'est la démocratie. Parce qu'on ne travaille pas. Il faut qu'on travaille, qu'on change de paradigme. On ne va y arriver qu'en retroussant chacun les manches, en étant habité par l'amour de son prochain. Trop de haine dans nos cœurs. Vous allez lire les commentaires. Je n'ai insulté personne depuis que je parle, mais vous allez voir qu'il y a au moins 10 000 personnes qui m'ont insulté. Pourtant, je ne leur ai rien fait. J'essaie juste de trouver modestement, à mon niveau, des solutions pour qu'on puisse avancer. Parce que si nous, on n'a pas envie d'aller de l'avant, il faut qu'on pense aux générations d'après. On va laisser quoi à nos enfants? Le 21 décembre dernier, nous nous sommes déplacés, hein, quelques membres du bureau, des sympathisants, des amis, des gens qui n'ont rien à voir avec notre mouvement politique. On est allé du côté de la porte d'Aubervilliers, rencontrer des migrants. Alors, c'est qui ces migrants? C'est des jeunes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée-Conakry, qui ont traversé le Sahara, qui ont ensuite traversé la Méditerranée à la nage. On leur a fait la promesse d'un Eldorado. Arrivant en France, ils se retrouvent dehors, sous des températures inhabituelles, moins 2 degrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils deviennent des drogués. Ah oui, il faut aller voir ces spectacles-là. Vous les voyez marcher comme des zombies. Vous avez l'impression d'être dans un film. Pourtant, c'est la réalité. Ces gens, c'est qui? Ce sont nos enfants. Ce sont nos frères. Ce sont nos familles qui se retrouvent là. Pourquoi? Parce que nous avons échoué à leur vendre un rêve, un univers de projection du bonheur, du bien-être, du bien-vivre chez nous. Est-ce qu'on va laisser faire ça? 2050, nous serons 3 milliards d'Africains, avec plus de 60% de la population jeune. Ça veut dire qu'il y aura quoi? Il y aura 1 milliard 800 millions de jeunes Africains pour qui on est en train de rien prévoir. Pas d'emploi, pas de travail, rien, rien, rien. Donc, on a 1 milliard 800 millions de jeunes à venir là, qui vont venir faire quoi? Qui vont rentrer dans la société africaine et la trouver en l'état. Personne ne réfléchit à parler d'industrialisation de masse pour développer notre pays. On est sur quoi? On est sur du fantasme. Non, ça ne peut pas marcher. Nous, on y allait, on allait les voir. D'abord, pour leur dire, bon, c'est Noël, on va faire comme dans notre solidarité africaine, on va partager un repas avec vous, mais aussi en profiter pour lancer un vibrato, mais très fort, à l'endroit des responsables politiques africains et à l'endroit des responsables politiques européens pour leur dire que ça ne peut pas continuer. Et pour l'instant, nous sommes au niveau de la parole. Mais vous savez que la parole précède toujours la violence physique. Parce qu'il ne faut pas se mentir. J'entends les gens dire, se cacher dans les prétextes, oui, non, ils sont violents. Mais non, moi, je n'étais pas dans la politique avant. Ça fait 25 ans que je travaille et en 25 années, j'ai fait tout, sauf jamais faire de la politique. Je chroniquais la politique. Je me suis retrouvé au Cameroun lors de l'élection de 2018. Face à la menace qui planait sur le pays, je me suis retrouvé dans la société civile pour dire que non, les gars, vous faites votre truc politique là, il n'y a pas de problème, mais ne vous amusez pas à venir brûler ou bien à venir casser après l'élection. Mettez-vous d'accord. Si vous allez là-bas, vous êtes d'accord avec la manière dont les Blancs font la démocratie. On ne voit pas les gens brûler, casser chez eux quand les élections finissent. Parce que nous, on n'a pas à financer sur l'argent public des édifices qui vont être brûlés par vous, alors qu'on n'a même pas fini de rembourser les crédits qu'on a pris pour les construire. Et puis, de la société civile, aujourd'hui, je suis dans la politique. Donc, c'est comme ça la vie, c'est dynamique. Donc, on ne va pas rester là, continuer à dire oui, non, on est un pays de paix, donc il faut que les choses se passent dans le calme. Mais si vous avez face à vous l'autisme que nous voyons, aujourd'hui encore, il y avait cette mobilisation des enseignants pour leur collègue qui est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé la police les gazer. Vous pensez ce régime de terreur peut perdurer éternellement? Mais non. Encore une fois, nous, on est pour que tout le monde s'asseye autour d'une table, des vrais états généraux du Cameroun. On va mettre tout à plat. Hein, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis maintenant, définir un nouveau pacte autour duquel on va s'accorder. Et puis qu'on nous libère tous ces gens qui encombrent nos prisons. Parce qu'un tel a détourné. Mais qui n'a pas détourné l'argent? Vous pouvez me citer un seul membre du gouvernement actuel qui peut nous justifier l'origine de son patrimoine? Il n'y en a pas. Alors pourquoi certains vont être en prison et pas d'autres? S'il y a certains qui sont en prison et pas d'autres,
Eh bien, ce qu'on est d'accord, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le procès des individus qu'il faut faire, c'est le procès du système. On a un système qui est sur un échec. Parce que le ministre qui est en prison, soi-disant, il a détourné, oui, c'est peut-être le cas, mais qui sont ses complices dans son détournement? La petite fille à qui il offre une voiture et qui prend la voiture, mais elle peut être complice. Il y a une coaction. Hein? Les parents qui viennent, chacun avec son problème. Non, il faut payer l'école de tel. Le ministre, il a quel salaire pour pouvoir régler tous les problèmes sociaux? Eh bien, parce que tout ça est lié à la mauvaise organisation de notre système. On n'a pas d'assurance maladie, on n'a pas de sécurité sociale. Donc, dans une société où aucun individu n'est sûr de se soigner s'il est malade, aucun individu n'est sûr de manger chaque fin du mois, vous voulez que les choses se passent comment? Eh bien, il y a bien quelqu'un à qui l'État va sous-traiter la sécurité sociale. Et cette personne, c'est les individus. C'est toute la masse de Camerounais de la diaspora qui travaillent durement, qui subit le mépris des regards dans leur société d'accueil, mais qui, toutes les fins de mois, font le sacrifice d'envoyer une part de l'argent qu'ils ont gagné durement pour soutenir les familles. C'est ces gens-là qui sont la sécurité sociale du Cameroun. C'est eux la sécurité sociale du Cameroun. Alors, à des gens comme ça, on parle sur un autre ton quand même. On ne peut pas les désigner collectivement comme étant des gens qui ne veulent pas le bien de notre pays. Si on ne veut pas le bien du Cameroun, eh bien c'est simple. On ne fait rien. On laisse le pays. Vous imaginez un seul instant qu'on passe 2 mois sans qu'il n'y ait pas un seul sou qui parte du nord vers le sud pour soutenir les familles. Mais c'est la chienlit qui s'installe au Cameroun. La stabilité du Cameroun, on la doit à ces gens-là qui ont les mains dans le cambouis ici, qui se font humilier, qui font des métiers rabaissants et tout pour avoir leur dignité et pour permettre à leurs familles qui sont en Afrique de garder la leur. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on ait une autre approche dans la solution de ce problème. Il faut qu'on soit dans la responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas d'avoir des gens snobs. Quand vous entendez ces gens parler, que ce soit dans les médias, vous avez l'impression que le Cameroun leur est dû. Pourtant, ils ne sont que les employés des Camerounais. Oui, le président de la République du Cameroun est un employé. C'est le boss. Le boss, c'est le peuple. Ce n'est pas le président. Donc, il va falloir qu'on change de paradigme, qu'on aille vers quelque chose de consensuel. Nous, on n'est pas pour la chasse aux sorcières. Ça, je suis très, très clair dessus. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, si on doit chasser les sorciers au Cameroun, qui n'est pas sorcier? On est tous, chacun un faux âge, un faux acte de naissance, le planton au ministère, il tape le papier hygiénique pour arrondir ce fin de mois. C'est normal. On a eu combien de baisses de salaire au Cameroun? En face de ces baisses de salaire, il y a eu quoi? Il y a eu l'inflation, la vie chère. Donc, pendant qu'on diminue le salaire de quelqu'un 3 fois, et puis les produits ne font qu'augmenter. Le coût de la vie ne fait que plus cher. Vous voulez que les gens vivent comment? Mais jamais la corruption ne s'arrêtera dans un contexte comme celui-là. Donc, si on veut régler les problèmes, il faut qu'on soit sur une approche apaisée. Tous autour de la table, dans le calme. Et pas de regard de travers, pas des regards suffisants. Parce que la culture du leadership qu'on a développée au Cameroun, c'est de dire que dès qu'un bonhomme a une petite nomination, il se pense supérieur aux autres. Il regarde tout le monde de haut. Ça, il va falloir qu'on arrête ces pratiques-là. Il va falloir que tout le monde s'assied autour de la table et qu'on regarde. Aujourd'hui, on parle de ces questions de monnaie. On parle des questions de monnaie, on n'évoque pas la production. Ben, c'est la productivité qui fait la force d'une monnaie. Donnez-nous le dollar, si nous ne produisons rien au Cameroun, ce sera un dollar qui n'a aucune valeur. Donc, toutes ces questions nécessitent qu'on soit assis. Et nous, ce qu'on attendait du président Biya, qui est notre déception dans ce domaine-là, ce qu'on attendait de lui, c'est de se dire que chez nous, les patriarches, quand on a un certain âge, on a un patriarche, on est porté par la sagesse. Ce qu'on attendait du président Biya, c'est à un moment donné de dire, bon, écoutez, les gars, on a, à commencer par moi, je n'ai pas été à la hauteur, c'est pas top, ma façon de faire, la façon dont j'ai fait, bon, ça a entraîné un certain nombre de conséquences. Maintenant, je suis au soir de ma vie, on va essayer de corriger le tir, on va s'asseoir. C'est ce que nous attendions. Et pas qu'après le 18 octobre, alors qu'il prend un engagement à l'Assemblée nationale du Cameroun devant des milliers de gens, l'engagement de changer les choses, l'engagement j'ai compris ce que le Cameroun dit, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reproduit? Il nous reproduit le même gouvernement. Exactement. Celui qui exacerbe qui exaspère les Camerounais.
on ne reproduit ce gouvernement. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une autorité morale capable de se lever au-dessus de la mêlée. On a vu le roi Mbombo Njoya commencer à aller dans ce sens-là, lors des États, comment ils ont appelé, le grand dialogue du Cameroun, commencer à se lever au-dessus de la mêlée pour annoncer des choses qui me paraissaient sensées. Mais il ne doit pas être le seul. Donc voilà. Je vous redis, pour ceux qui souhaitent participer, nous avons un numéro WhatsApp, c'est le 00237 691 721 923. 00237 691 721 923. C'est le numéro que nous communiquent les administrateurs de médiatique. Là, vous appelez au téléphone directement et puis on peut avoir un échange. J'ai une pensée pour Colette Wafo qui est avec nous. Et voilà. Et comme ça, nous pourrons avoir un débat où nous discutons. Voilà. Parce que personne n'a la science infuse. Hein. Moi, je vous dis des choses que j'observe de ma lucarne, de ma petite place, en toute humilité. Moi, j'ai pas la prétention de savoir plus qu'un autre Camerounais. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que chacun mette la main dans le cambouis. On ne va pas laisser nos enfants continuer à risquer leur vie tout seuls pendant qu'on est dans le confort. Au rebond, quand les choses vont changer, eh bien, les gens qui vous disaient hier que non, vraiment, moi, la politique, vraiment, ce truc-là, je ne veux pas être là, c'est les premiers qui viendront vous demander des services, qui viendront vous faire des recommandations. Vraiment, est-ce que tu peux prendre un tel, tu peux aider telle situation ou telle autre situation. C'est les premiers qui aujourd'hui vous disent que non, bon, vraiment, la politique, je peux faire regarder ça. Mais comment les choses vont changer? Tous les Camerounais veulent que le Cameroun change, mais aucun Camerounais ne veut changer lui-même. Alors, comment on fait? C'est une équation difficile et quasiment impossible, moi je crois. Donc, voilà, c'était sur le thème le deuxième thème qui concernait les gens interpellés chez nous. Donc, je redis pour me résumer. Alors, d'accord, quand quelqu'un est coupable d'une faute professionnelle, peu importe qu'il soit journaliste ou autre chose, parce qu'on est dans une société où personne n'est au-dessus des lois. Chacun doit respecter la loi. C'est la loi qui régit les rapports dans une société. Et si on a des droits dans une société, on a aussi des devoirs. Mais il revient aux autorités en premier d'être exemplaires dans l'application des lois. Pour moi, il y a vice de procédure dans l'interpellation de M. Zogo et son incarcération à la prison de Koningui. Et en matière de droit, on nous enseigne que quand il y a un vice de procédure de cette nature, eh bien, toute la procédure est frappée de nullité. Donc, il devrait être tout simplement libéré, peu importe maintenant ce qu'il a fait, qu'il ait eu raison ou qu'il ait eu tort. Encore que je vous ai dit, ni vous ni moi ne pouvons le déterminer à l'état actuel des choses. La seule personne qui peut nous dire qu'effectivement Martinez est coupable de diffamation, c'est un juge de siège. C'est le seul qui est habilité à pouvoir dire à Martinez, comme à un autre journaliste dans le même cas, eh bien, monsieur, produisez-nous des preuves de ce que vous avancez. Et c'est le seul à pouvoir constater que, bon, monsieur Martinez Zogo ne peut pas produire les preuves des faits allégués et de tirer les conséquences qui s'imposent. En dehors de cette procédure, tout ce que nous vivons là, c'est de la mascarade, de la forfaiture. Et moi, il y a un truc qui m'étonne quand même dans notre pays. Des choses comme ça se passent. Effectivement, il y a des contacts pour faire réagir les autorités, hein, considérant que, alors ils sont de bonne foi. Moi, je ne suis pas pour le procès en insincérité systématique. Ah non, je ne dis pas ça. Qu'à tous les coups, il faut dire non, les gens, ils ne sont pas bons. Ce que je dis, c'est que quand il y a des situations comme ça nous permet aussi de jauger l'état de notre nation. Alors, depuis qu'il a arrêté, il y a eu des tractations, certainement au niveau de la famille. Et donc, il n'y a aucune autorité camerounaise, en dehors de celle concernée par le sujet, qui s'est rendu compte qu'on est quand même face à quelque chose qui est de l'ordre de l'inattention. La place Cameroun attractive, mais au moment où on veut rendre la place Cameroun attractive, il se pose quoi? Il se pose qu'on commet des faits comme ceux-là. Donc, quelqu'un qui est assis chez lui à New York, qui s'apprête à venir faire des affaires au Cameroun, il va lire la toile, et pendant qu'il lit la toile, eh ben, il se rend compte de quoi? Il se rend compte que c'est un pays, bon, on peut venir nous arrêter à tout moment, et puis voilà, hein, le règne de l'arbitraire, il n'y a pas de suite. Comme disaient les Ivoiriens, ça ne va pas quelque part.
Mais vous voulez que les gens viennent comment? Les gens ne peuvent pas venir. Donc moi, ce qui me frappe quand même dans cette histoire, et que ce soit pour l'histoire de Martinez Zogo ou celle hier de Georges Gilbert Barongoula, c'est de voir que il y a, on dit, il y a vice de procédure, mais aucune autorité ne s'en émeut. C'est normal. Et bon, quand ils vont donc être insultés demain, parce qu'ils ont ces pratiques qui sont détestables, ils vont dire oui, il y a des gens qui sont dans les entreprises de diabolisation du Cameroun. Mais est-ce qu'il y a pire diabolisation que celle-là? Que d'annoncer une compétition qui finalement n'a pas lieu et vous n'avez personne qui est puni. Moi, je veux bien voir qui a été puni depuis qu'on nous a enlevé la canne. Moi, je veux qu'on me donne des noms. Hein, quelle est la personnalité qui a été inquiétée? Quel responsable de ce projet a été interpellé ou même questionné? Demande d'explication. Moi, je n'en ai vu aucune. Et donc, les gens vont faire quoi? Applaudir? Ben non, on ne va pas applaudir. Donc, une fois de plus, puisqu'on a déjà passé un certain temps, moi, je veux appeler les uns et les autres à de la pondération, à de l'amour, parce qu'il y a une culture de la haine et de la barbarie qui est rentrée dans la politique aujourd'hui au Cameroun. Je ne sais pas si on va en sortir. Et regardez les forums. Quand c'est un Camto dans un meeting ou qui est dans une activité, comme c'était le cas aujourd'hui à Paris, mais il y a tout de suite une invasion des gens qui insultent. Mais auparavant, ses propres supporters aussi s'étaient distingués par quoi? Par l'injure systématique, la détestation systématique de tout ce qui peut ne pas leur ressembler. Mais vers quoi on va? Alors, il y a quelqu'un qui appelle, on va essayer de le prendre. Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ouais, ça va bien et vous? Oui, je vais très bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Ah, c'est Aristide Jamais. Ah, monsieur N'Djamène, bonjour. Ouais, bonsoir, bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Vraiment, ta manière de parler, vraiment, ça me va gros au cœur. Moi, je suis jusqu'en Allemagne. Ouais, ça me va gros au cœur. Vraiment, quand je vois ta manière de parler, c'est seulement, moi, je suis un Bamléké, tu vois, je suis un Bamléké. Hein? Oui. Bon, quand je vois ta manière de parler, sans que toi, tu es un Bamléké. Tu vois? Oui. Ouais, parce que ces gens-là ne peuvent pas se positionner et parler comme tu es en train de parler là. Personne ne peut se positionner et parler comme tu es en train de parler là. Ces gens que je connais là ne peuvent pas. Donc pour eux, c'est des détruire seulement. Détruire, manger, casser les plats. C'est ça. Donc, nous là, moi qui dis nous les Bamlékés là, nous on a mesure d'enrichir ce pays là normalement qu'il faut. On a mesure d'enrichir ce pays, mais il y a les gens qui ne veulent pas. Puis il y a les gens qui sont jaloux des Bamlékés pour rien. Pour rien. Donc, c'est pas comme tout en cache, ça se voit en lave. Ça ne se cache pas, ça se voit. Oui. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un qui fait semblant d'éclairer ta main avec toi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ici, tu as te piqué le dos, là, tu te piques le dos. Donc, le pays là est foutu, le monsieur là, qui a gâté le pays, a gâté le pays, a gâté. Donc, la classe, que les ethnies sont dans le conflit maintenant là. Oui. Avant, c'était pas comme ça. Oui. Ok. On vous a écouté. Ce sera tout? Ouais. Ok. Je vous remercie beaucoup, Aristide Djamène. Merci de votre appel du côté de l'Allemagne. Ouais. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. Merci, mais à vous. Ok. Alors, juste pour mettre de l'eau dans le vin, ou plutôt mettre un petit bémol dans ce que vient de nous dire Aristide, aujourd'hui, on a une complète instrumentalisation de la question ethnique. Elle a rejoint le débat politique alors qu'elle n'a aucune place à y avoir. Et je vais vous dire qui sont les responsables. Les responsables, c'est des politiques. C'est-à-dire que c'est comme le fameux débat basse, patriote et compagnie, mais les artisans, les gens qui instrumentalisent tout ça dans l'ombre, c'est ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas donner aujourd'hui d'explications sur leur bilan. Ne veulent pas dire au Camerounais, bon écoutez, on a échoué,
bon, comme on a échoué quand même, on veut s'améliorer, qui est d'accord de venir travailler avec nous pour nous aider à construire. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous agitent tous les débats qui sont au-dessus de la ceinture. Et c'est quoi les débats au-dessus de la ceinture? C'est de vous dire, comme vous entendez, quelqu'un qui sort aux États-Unis qui vous dit oui, c'est les boulous contre les bêtis. Mais est-ce que les gens qui parlent des boulous, ils connaissent même la réalité de ce pays? Moi, j'ai été à Memveleux. Memveleux, c'est la principale centrale où on produit le courant électrique. C'est la dernière qui a été construite. Encore là-bas, un scandale. Hein. Ils ont annoncé 211 mégawatts. À la fin, il n'y a que 80 mégawatts sur une surfacturation qui est un gros scandale. Plus de 426 milliards de francs, donc 100 milliards plus cher qu'un barrage, celui de Soubré en Côte d'Ivoire, de 276 mégawatts. Vous vous rendez compte l'absurdité? Alors, revenons sur le sujet. Quand vous allez à Memveleux, les gens qui habitent là-bas, ils n'ont pas d'électricité. Pourtant, c'est le Grand Sud. Allez dans le Djaï là-bas. Questionnez la jeunesse là-bas. Vous allez leur demander. Tous les villages, Mézesse, Van Bisson, tous les villages dans le pourtour du village des décideurs de notre pays, allez voir ce que sont les jeunes là-bas. Ils ont tous sombré dans l'alcoolisme. Pas d'activité, pas de travail, on leur a rien proposé. Alors, vous pensez que cette majorité de jeunes vont se retrouver à payer demain pour les errements d'une petite élite, une minuscule élite qui a profité des choses et à laquelle on va accoler que non, c'est les boulous. Pour prendre le cas des boulous, c'est les boulous qui sont responsables. Mais allez dans ces zones-là avant de juger. Allez à Ebolova, allez partout. Il en est de même pour la question Bamileke. J'entends dire souvent, oui, ces gens-là ne sont pas des patriotes, mais c'est faux. Regardez quand vous avez un Bamileke qui fait des affaires au Cameroun. Dès qu'il a une réussite dans ses affaires, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'empresse de prendre le bénéfice, construire d'abord une maison dans son village, une autre dans les autres villes du Cameroun et tout. Pour que vous voyez un Bamileke venir acheter un bien à l'étranger, il faut qu'il en ait construit autant dans son pays, déjà. Est-ce qu'il y a pire, il y a plus grande preuve de patriotisme que celle-là? On ne peut pas dire de ces gens que c'est des gens qui ne sont pas patriotes. Ça, le dire, c'est complètement irresponsable et c'est complètement mensonger. Donc aujourd'hui, on est dans ce truc-là qui profite en réalité à un petit groupuscule de gens, l'affrontement, l'instrumentalisation de la question ethnique, boulot contre. Mais de quel boulot vous parlez? Il faut voir l'état dans lequel est le centre, la région d'origine des dirigeants actuels du Cameroun. Allez dans les petits villages. Vous verrez que pour faire 30 kilomètres, vous pouvez y passer 5-6 heures de temps. Pourtant, c'est à peine à quelques kilomètres de Yaoundé. Et donc, ces pauvres gens-là vont se retrouver demain à payer pour les errements d'une petite part, d'une infime part de leurs composantes. Non, arrêtons. Ça, ce n'est pas du tout responsable. Le Cameroun de demain va se construire avec tout le monde. Et dans le Cameroun de demain, il faut être capable d'être républicain. Être républicain, c'est quoi? Être républicain, c'est qu'on n'a même pas à faire, on n'a pas à composer un gouvernement au Cameroun sur les critères ethniques. Dernièrement, on a fait une proposition comme ça, tout le monde s'est levé. Ouais, non, il n'y a personne du Grand Nord, il n'y a personne machin. Mais non, en République, on ne connaît pas ça. En République, ce qu'on connaît, c'est le mérite. Qui peut faire quoi à telle place? Ok, on va dire, on va orienter les questions économiques vers les Bamileke. C'est eux qui sont à l'aise dans ces matières-là, dans la gestion et tout. C'est normal, mais c'est sur la base du mérite. Ce ne sera pas jamais sur la base ethnique. On va orienter, je ne sais pas moi, les questions de justice vers les Bassa. Parce que c'est des gens qui ont fait preuve en tout temps d'une certaine rectitude, d'une certaine probité. Ils ont la réputation de marcher avec un terme dans la poche. Donc, on est sûr que de toutes les façons, si c'est à eux qu'on construit la justice dans ce pays, on peut faire des grands pas en avant. Mais ça ne doit pas dépasser ces spécificités. On ne doit pas construire un pays. Vous regardez notre équipe nationale. Elle a été brillante, très brillante, à partir du moment où elle était concentrée d'une certaine... des ressortissants d'une certaine ethnie camerounaise. Ça a bien marché. Pourquoi? Parce que ces gens ont la réputation d'être des guerriers, des hommes de conviction, prêts à mourir pour leurs idées, prêts à mourir sur les stades par patriotisme et tout. Dès qu'on a commencé à politiser la question, à dire mais non, il faut aussi qu'il y ait un tel de telle ethnie, même s'il n'y a pas le mérite qui va avec, où est-ce que nous en sommes au niveau des résultats aujourd'hui? Regardez bien. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait d'avenir dans notre pays si on est dans ce truc-là. Le truc de regarder
les origines ethniques des gens au lieu de regarder ce qu'ils peuvent apporter à la République. C'est une vraie régression. Parce il y a quoi? Il y a 40 ans, dans notre pays, on n'était pas sur ces considérations. Et regardez bien les composantes du leadership gouvernant camerounais il y a une quarantaine d'années. Ah, c'était pas du tout ça. Hein. Ça, c'est des choses nouvelles qui viennent avec la médiocrité, avec l'imposture. Oui, parce que le problème du Cameroun, c'est l'imposture originelle qui veut que les gens qui se sont battus pour la liberté du Cameroun, qui ont mené la guerre d'indépendance du Cameroun, ils se sont retrouvés, quand cette dernière a été acquise, complètement à côté de la plaque. Tués pour certains, ceux qui ont survécu complètement ostracisés, paupérisés. Et puis, qui a hérité du pouvoir? Mais ceux qui ont hérité du pouvoir sont ceux qui disaient à l'époque, avec les Blancs, non, on n'est pas prêt, on n'a même pas besoin de ça. C'est eux qui ont hérité de l'indépendance d'un pays qu'ils combattaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, depuis ce temps, on est sur une posture qui ne fait que se perpétuer. Se perpétuer. Il va falloir à un moment donné quand même qu'il y ait une fin de ce cycle et qu'on puisse passer à autre chose. Mais je le redis, on n'a aucun avenir si on est dans ces schémas tribaux. Un tel et de tel. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de toutes les régions du Cameroun. J'ai des gens dont j'ai découvert les régions d'origine récemment, de manière fortuite, parce qu'un tel a perdu quelqu'un de sa famille. Et donc, à cette occasion, je découvre, à travers leur culte de mort, qu'il est originaire de telle partie du Cameroun. On n'a aucun avenir si on ne s'inscrit pas dans ces schémas. Il n'y aura pas un Cameroun d'un côté des Bamileke ou d'un côté des Bassa ou des Douala. Ça ne marchera pas comme ça. On a besoin, aujourd'hui, par exemple, sur le plan purement politique, moi je veux qu'on en parle, si vous avez un peu de temps, sur le plan purement politique, personne ne peut gagner aujourd'hui tout seul. Il faut composer. Ah oui, personne ne peut gagner tout seul. Dans le cadre d'élections claires, normales et tout, il n'y a pas un parti qui peut gagner aujourd'hui seul. En tout cas, aucune construction partisane qui s'est créée autour de la ethnie ou bien autour des regroupements d'affinités ne peut prospérer tout seul au Cameroun. On est obligé de composer, de prendre un tel autre parce qu'ensemble, on va réussir à sortir une majorité dans la mosaïque Cameroun qui est constituée de plus de 244 ethnies. Donc, vous voyez, donc moi je pense, cher Aristide, juste pour apporter un peu d'eau à votre fin et peut-être un petit bémol sur la perception qui est la vôtre, moi je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre avenir que d'être tous ensemble et de pouvoir avancer. Voilà. Et si on n'a pas une autre, réaction téléphonique, je pense qu'il va falloir qu'on se quitte. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure. Allez, vous pouvez nous contacter au 00 237 691 721 923. C'est le débat républicain. On n'est pas là pour les gens. Ce n'est pas un débat de personne. Ce n'est pas une querelle de personne. Et personne ne doit avoir peur. On ne tuera personne. C'est fini ça. C'était à l'époque. Aujourd'hui, on a les moyens aussi de se prémunir de certaines choses, de voir venir des dangers. Hein, parce que moi, je trouve d'ailleurs que c'est irresponsable. Monsieur les services actions de nos services, quand on vous envoie faire cette mission, vous avez le droit de dire non. Oui. Nos services ne sont pas là pour exécuter d'autres Camerounais. Nos services sont là pour protéger notre intégrité territoriale et protéger les Camerounais d'une menace extérieure. Aucun Camerounais aujourd'hui ne mérite d'être allé exécuter parce qu'on ne peut pas considérer un Camerounais comme une menace tout simplement parce qu'il dit des choses qui se passent dans notre société. Alors, si les gens ne veulent pas être indexés, si les gens ne veulent pas être pointés du doigt, eh bien, ils n'ont qu'à assumer leurs responsabilités publiques qu'on leur confie de la meilleure manière qu'il soit. D'accord? C'est ce qui doit être fait. Et je le redis une fois de plus, il se passe quelque chose dans notre pays aujourd'hui. On a comme l'impression que c'est comme quand Dieu veut perdre les gens, il les rend fous. C'est-à-dire que l'ensemble des actions qui sont posées par une partie de notre majorité actuelle sont des actions qui concourent à l'explosion de notre pays. Et après ça, on ne peut pas dire aux gens, oui, vous appelez à la violence. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se dire, mais non, on ne peut pas avoir autant de plaintes pour rien. Si on a autant de gens qui ne sont pas d'accord, autant de gens qui ne sont pas contents, qui se plaignent,
eh bien, il faut peut-être qu'on fasse notre introspection, notre examen de conscience. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de dire ça, c'est d'essayer de monter les uns contre les autres. Vous voyez des gens qui étaient des amis hier, parce qu'on va envoyer 1 000 € à un tel, eh bien, il va juste attendre qu'un Morgan finisse son direct pour se précipiter, aller sur sa page, faire un autre direct où il me traite, moi, d'ennemi de la République. Pourquoi? Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais tout simplement parce que j'ai dit qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre pays. Et qu'il faut qu'on sorte de ça. Ne marche pas. Parce que ce qui va se passer, non, on est dans la violence verbale, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Mais la violence verbale précède toujours la violence tout court. Nous sommes en train d'y aller, là, à vitesse grand V. C'est-à-dire que, comme les oreilles ne sont pas exercées à entendre la contestation telle qu'elle se passe aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'il faut lancer des choses qui vont faire beaucoup de bruit, et ces bruits-là vont réveiller les gens qui dormaient, hein, ceux qui ne comprenaient pas, ou ceux qui avaient, lui, les oreilles encrassées, afin que ces bruits-là arrivent réellement dans leurs oreilles. À ce moment, on ne pourra reprocher à personne d'avoir promu la violence. Oui, parce que la violence, les Camerounais la vivent au quotidien avec la manière dont leur pays est géré, avec toutes les injustices que nous voyons, avec ce qui se passe. Vous voyez des gens qui arrivent, fils de paysans, hier, aujourd'hui, ils sont assis sur un patrimoine, mais insolent. Où est-ce qu'ils ont pris de l'argent? C'est l'argent de tous les Camerounais. Et cet argent-là, ils ne sont pas capables de poser un seul geste de solidarité. Quand il y a des cas, regardez ce qui se passe. J'ai entendu parler d'une chanteuse récemment, hein, qui a rendu sa part de service à la République. Oui, parce que on dansait sur ses airs musicaux et tout. Aujourd'hui, elle est dans la détresse la plus crasse. Vous savez pour combien? Elle a besoin d'à peine 3 000 €. Et dans toute la République du Cameroun, avec tous les titulaires des 100 comptes à gauche et à droite et tout, personne n'a pu lui sortir un seul franc. Je vais vous raconter une histoire. Je suis au Cameroun un jour, je suis invité sur une radio, Voice Radio, et j'y trouve quoi? J'y trouve des dames des handicapées, complètement désemparées, quasiment larmoyantes. Il y a des témoins de cette histoire qui peuvent témoigner. Elles sont larmoyantes, pourquoi? Eh bien parce que c'est des femmes handicapées. En fait, elles ne demandent pas l'aumône. Elles demandaient, puisqu'elles étaient organisées en GIC, qu'on leur finance des machines à coudre pour qu'elles puissent faire des modèles qu'elles vont vendre, et puis ça leur permet d'avoir un revenu et de pouvoir vivre de manière digne. Elles sont allées au ministère des Affaires sociales où elles ont été chassées plusieurs fois comme des malpropres, et donc je les retrouve dans ce studio où elles sont en larmes. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut à peu près et tout, machin. On était sur quoi? On était sur moins de 1 500 € de somme que j'ai dû payer de ma poche. Là, séance tenante, bon, écoutez, je trouve ça déplorable. Il faut qu'on arrête de vous inviter à la radio parce que vous êtes en train de nous salir. Et quand on entend ça, bon, c'est pas de leur faute, hein, elles viennent se plaindre, elles utilisent les moyens qu'elles ont. Mais quand on entend ça, s'il y a des étrangers qui entendent des choses comme ça, ils vont se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, on est obligé de régler ça vite fait par des mécanismes. Bon, alors, pensez que les gens qui posent des actes comme ça, c'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. A fortiori, en revanche, par contre, donc vous avez des cas comme ceux-là. Vous entendez tous les jours larmoyer dans les sites, sur les télévisions et tout, un tel qui a rendu des services. Et puis, à la fin, il se retrouve complètement paupérisé. Et personne ne peut faire œuvre de solidarité à son endroit. Alors que tous les gens qui sont constitués des patrimoines sont constitués des patrimoines sur les biens publics. Donc, personne ne mérite la richesse qu'il a au Cameroun aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans le secteur public. Je ne parle pas des industriels, c'est autre chose. Les industriels, ils travaillent à fabriquer des richesses, ils en profitent, c'est tout à fait normal. Je parle de ces gens qui sont administrateurs de notre société et qui se retrouvent administrateurs assis sur des colossales fortunes, mais qui ne sont pas capables de financer la construction de puits d'eau potable dans leur village, qui construisent des routes qui s'arrêtent devant leur maison. Non, entre nous. Quand on a donc tout ça, vous voulez qu'il y ait de la paix comment? Vous voulez que les gens soient apaisés comment? Vous voulez que les gens soient positifs comment? Vous nourrissez les gras. Bon, maintenant, nous savons, pour nous qui sommes initiés à certaines pratiques, nous savons que dans certaines sociétés de pensée, on se sert de l'énergie des gens, donc que les gens soient en colère. Je me souviens, j'avais un patron jadis qui avait cette habitude-là. Jusqu'au jour où je lui ai demandé d'arrêter ça.
qui avait l'habitude de toujours énerver le personnel quand arrivait l'heure de la paix. Hein, donc, les salaires étaient là, mais ils bloquaient pour que les gens s'énervent. Et puis, voilà, ça aspire de l'énergie de cette manière pour régler d'autres problèmes. On va dire ça comme ça pudiquement. Alors, il y a quelqu'un qui appelle. On va le prendre. Oui. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Morgan. Oui, bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est Patrice. J'appelle depuis l'ouest de la France. Et j'apprécie énormément ce que vous faites. J'ai regardé, j'ai découvert via Médiatique, je pense, c'est bien ça, vos reportages, vos interviews. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. J'ai trouvé ça merveilleux. La première que j'ai regardée, surtout, c'est celle que vous avez fait le tour du Cameroun, des différentes infrastructures développées par le gouvernement, en fait, du moins, développées par notre gouvernement. Mmh. Mais en fait, je viens vers vous parce que je vous ai pris en route. Hein. Je viens juste de rentrer du travail et puis je regarde le téléphone et je suis tombé sur votre reportage, sur votre direct. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur les réseaux, mais je trouve réellement ce que vous faites est très appréciable pour, je dirais, pour la communauté camerounaise en particulier, parce que nous traversons en ce moment une période qui est très difficile socialement, politiquement et démocratiquement, si je puis ainsi dire. Mmh. Mais en fait, je viens vers vous parce que je voulais simplement, parce que j'ai bien vu que vous avez fait le tour du Cameroun, vous avez fait le tour de certaines autorités camerounaises, c'est-à-dire que vous êtes vraiment profondément bien renseigné, en fait, du moins bien renseigné sur la chose politique camerounaise. Et à moins que je me trompe, je pense que vous êtes aussi, vous faites partie de la diaspora. Oui, bien sûr. Et la question que je voulais vous poser, c'est, vous avez vu, vous aussi, vous avez vécu, vous aussi, comme nous autres, ce comportement délitaire qui a mené la diaspora à carrément se radicaliser. Totalement comportement. Je trouve même pas les mots parce que c'est quelque chose, c'est très grave, c'est très très grave ce qui se passe. Parce que nous avons, je fais partie de ceux-là qui des années 80, moi. Donc, nous avons grandi, on ne savait pas qui était Bambileke, qui était Bassa, qui était. En fait, je me suis même rendu compte, c'est plus que quand on est devenu adulte, qu'on se rendait compte que l'autre était pas fier, l'autre revenait de tel tribu ou tel ennemi. Du moins, bref. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener la diaspora camerounaise, particulièrement, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit, qui malheureusement se vend négativement, l'image camerounaise vend négativement le Cameroun, parce que ce qu'ils ignorent, c'est que nous sommes tous d'abord des commerciaux du Cameroun à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener la diaspora camerounaise à la raison? Alors, comment parlant, on sait que bien entendu nous avons beaucoup plus de problèmes d'ordre sociaux, mais bref, surtout politiquement, pour ramener un certain dialogue, un certain tempérament dans notre façon dont nous avons toujours eu l'habitude de vivre ensemble, que nous connaissons, dont nous avons tous baigné dedans, quoi. C'était ça ma petite question ce soir, M. Morgan. Je vous en remercie. Ben, je vous remercie beaucoup, Patrice, de votre participation. De toutes les façons, je vous ai dit qu'on est sur une plateforme qui est inclusive et participative. Le but du jeu, c'est que la vérité, enfin, chacun de nous détient un bout de la vérité. Bon, maintenant, sur la question que vous posez, comment il faut pour qu'on revienne au vivre d'ensemble d'antan, celui dont on a hérité des pères fondateurs de notre pays, ben, la question, c'est simple. Vous savez, moi, je suis allé au Cameroun faire ce que vous avez vu. Et bien entendu, ce n'est pas toujours bien perçu par certaines personnes qui me taxent de sardinat, mais ce que je leur dis, c'est que la vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Nous ne pouvons pas nous résoudre à tourner le dos à notre pays parce qu'on n'est pas d'accord avec une classe dirigeante qui est là et qui est appelée à partir. À partir du moment où nous, au lieu de faire notre rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire de véhiculer, quand on véhicule une bonne image sur le Cameroun, moi quand je vais vendre le Cameroun, je m'en fous de savoir qui est au pouvoir. Ça pourrait être n'importe qui, même une chèvre à la tête du Cameroun. À partir du moment où j'ai l'opportunité de présenter une image du Cameroun, je n'en présenterai toujours que l'image positive. Maintenant, ça ne fait pas de moi le bonhomme qui va se coucher dès qu'on évoque les questions politiques.
qui va se retenir de dire qu'on a beaucoup de crapules qui sont dans la gestion de notre cité aujourd'hui et que c'est des gens qu'on doit faire partir par tous les moyens. Je vous le dis de manière sincère. Donc, la démarche, notre démarche n'est pas toujours bien perçue parce que certaines personnes croient que le fait d'aller au Cameroun et puis de montrer des choses qui marchent, qu'on le fait parce qu'on veut faire plaisir au gouvernement. Mais non, moi je suis au Camerounais, ceux qui sont là, pardon, ils n'ont pas toujours été là. Il y a une autre classe dirigeante avant, le Cameroun a continué de fonctionner. Donc nous, on doit toujours voir l'image positive en se disant qu'on ne sait jamais. Peut-être demain, il nous reviendra à nous de gérer ou à nos enfants. Alors si on a répandu que des calomnies, tout le mal, des méchancetés sur notre pays toutes les fois qu'on en a eu l'opportunité de parler, eh bien, on va être confronté à un problème. Puisqu'on va aller voir les gens pour leur dire, bon, venez nous aider à construire. On dit, mais vous voulez qu'on aille construire quoi? C'est pas vous qui avez dit que c'est un pays merdique, qu'il n'y a rien à faire là-bas. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de ces gens-là, qui est de nous rendre aussi négatifs qu'une femme abusée, une femme jalouse, parce que la femme jalouse, elle ne sait plus dans quel sens coule une rivière. Vous la mettez devant une rivière, elle est tellement obscurcie par la jalousie, par la haine, qu'elle ne se rend plus compte dans quel sens. Il ne faut pas que ces gens nous amènent dans ça. On doit rester toute raison gardée, peu importe ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que moi qui vous dis ça, attendez, je repartirai au Cameroun bientôt pour faire un autre tournage, mais rassurez-vous, jamais je n'ouvrirai ma bouche, je ne prendrai une caméra pour montrer à l'international un Cameroun délabré où des enfants des mouches ou des enfants mères de famine. Ça, c'est pas pour moi. Je laisse faire ça à d'autres parce que c'est pas quand je vends l'image du Cameroun, je vends pas l'image de Paul Biya, je vends pas l'image de ses petits copains et qui sont avec lui aux affaires, je vends l'image de notre pays qui dépasse tous ces gens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, sur la question ethnique que vous avez évoquée tout à l'heure, vous avez parfaitement raison. Et il se pose un problème aujourd'hui, c'est que comme on a un gouvernement aujourd'hui qui a du mal à défendre son bilan, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chatouiller dans les bas instincts des gens, donc toutes les questions qui vont créer les divisions dans la société pendant que les gens se chamaillent, ils oublient de se poser les vraies questions. Pourquoi on en est là? Pourquoi ça n'a pas avancé et tout. Donc c'est ce qui se passe. On a une instrumentalisation de la question ethnique aujourd'hui dans le débat politique qui est complètement contrôlée par ces gens. Parce que si je vous dis qui finance tout ce que vous voyez, Basse, Patriote, à gauche et à droite, si je vous dis qui les finance, vous allez tomber sur votre chapeau. Ils sont financés par les mêmes. Et c'est là où je dis, moi je veux lancer un appel en toute humilité à la jeunesse camerounaise, à nos frères qui sont dans la diaspora, arrêtons de jouer ce petit jeu. Parce qu'on va avoir une faveur ou un tel va vous donner 1 000 euros, 1 500 euros, alors vous allez vous empresser d'insulter un tel autre alors que votre combat est convergent. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est ici? On n'est pas là parce qu'on est sur des satisfactions. On voudrait bien être chez nous aussi. Utiliser nos belles énergies, l'énergie de nos belles jeunesses pour construire notre pays. Mais on est tous là parce qu'il y a une frustration quelque part, même celle qu'on refuse d'assumer. Donc on ne va pas insulter Bala qui fait avec ses moyens, à sa manière, avec son éducation à l'éducation des masses. Maintenant, allez, parfois le trait un peu grossi, mais ça ne justifie pas qu'un bonhomme qui fait un travail comme ça soit attaqué par d'autres jeunes Camerounais, parce que ces derniers sont instrumentalisés. Non, les gars, arrêtons de jouer ce jeu-là. Si nous avons 40 ans de ce système qui s'est maintenu, eh bien, c'est parce qu'ils ont toujours surfé sur ces faiblesses. Les faiblesses structurelles de la jeunesse camerounaise et la faim, tenue par les problèmes d'estomac, et donc on peut les monter les uns contre les autres. Bon, ok, il y a tel qui parle, qui n'en dit beaucoup, on va prendre un autre jeune qui va venir dire des choses désagréables sur lui, comme ça va casser son aura. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans notre société aujourd'hui. Donc, il en est, pour ce cas, comme pour les questions tribales, elles sont complètement instrumentalisées, utilisées par les politiques qui n'ont rien à proposer d'autre, en guise de débat public. Vous voyez un débat? Il y a une élection en 2018. Vous pouvez me dire 3 mesures phares que nous ont proposées, que nous a proposé la majorité actuelle? Je n'en connais pas. On est sur de la navigation à vue. C'est-à-dire, vous levez un matin, vous apprenez que, ah non, on est en train de faire une autoroute qui va relier Yaoundé à Douala, et elle passe en pays Eton. On a évité soigneusement tout le pays Bassa, parce que comme c'est des gens qui se rebellent et donc qui sont punis, on fait passer par le pays Eton, et puis après, vous apprenez que non, il n'y a que 40 km, les travaux sont bloqués à un niveau parce que les gens là-bas ne veulent pas libérer le passage. Vous êtes que sur des approximations comme ça.
On ne sait pas vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et tout le monde aujourd'hui est suspecté d'insincérité. C'est-à-dire, levez-vous, comme je l'ai fait il y a plusieurs mois, à vous au Cameroun, parce que contrairement à ce que les gens pensent, moi je parle au Cameroun comme à l'étranger. Je dis ce que j'ai à dire. Parce que moi, ma vie n'a aucun intérêt à partir du moment où il s'agit du Cameroun. Moi, je n'ai pas peur. Parce que voilà l'autre chimère qu'on a vendue aux gens. La plus grosse escroquerie qu'on a vendue à la jeunesse camerounaise, c'est le spectre de la peur. Ah, ben non, si tu parles, on va te tuer. Mais quelle autre conséquence la vie peut avoir? Hein? Parce que quand on meurt. Il y a des enfants qui meurent alors qu'ils sont bébés. Et tout, ils ont vécu. Ben, autant mieux se servir de ce pourquoi on est, du souffle de vie qu'on nous donne pour être utile à son pays. Et donc, du coup, personne ne croit plus en rien. Parce que tout le monde a été victime d'une petite arnaque, d'une petite escroquerie. Donc, dès que vous ramenez un discours noir, ah oui, les voilà, on les voit venir. Hein, après, il va aussi venir nous demander l'argent. Et puis, notre argent, il va commencer à acheter des vestes et tout. Excusez-moi, les gars, moi, j'achète mes vestes depuis plus de 25 ans. J'ai bâti mon patrimoine. J'ai plus à gagner aujourd'hui d'être du côté des puissants et de continuer à faire semblant avec eux. J'ai plus à gagner à faire ça. Mais gagner quoi? Moi, je suis sur les questions existentielles, philosophiques. Qu'est-ce qu'on va gagner? Moi, le gain, c'est de me dire, demain, quand je serai retraité, vieux, de voir mon fils, de voir d'autres jeunes enfants camerounais être contents parce qu'il y a le plein emploi. Donc, on a au moins 5% de taux de chômage dans le pays, de voir les enfants qui ne sont plus conditionnés, à qui on ne va pas dire vous allez baisser votre pantalon pour avoir accès à l'ascenseur social. Parce que ce n'est pas ce que nous a enseigné l'école de la République. L'école de la République nous a parlé de la méritocratie. Voilà. On nous a appris qu'il faut aller à l'école. Quand tu vas être brillant à l'école, ensuite, tu auras ta place dans la société. On ne nous a pas dit que tu vas à l'école, tu passes des diplômes, tu as de l'instruction, des savoirs, et puis après on va te dire, bon voilà, ça ne suffit pas, il faut que tu viennes faire plaisir à ton chef, il a besoin que tu le suces, ou bien tu es invité dans un hôtel à Kribi, comme ça se fait dans notre pays, et quand tu arrives là, non, le ministre t'attend dans sa chambre, tu es obligé d'y aller. Non, on ne peut pas laisser ce Cameroun à nos enfants. Ça, je vous le dis de manière très claire. Et peu importe le prix à payer, peu importe le nombre de gens qui vont devoir mourir pour cette cause, on mourra pour cette cause, pour qu'il y ait autre chose qu'on laisse aux générations d'après, à défaut de se préoccuper de nous. Pensons aux enfants qui viennent après. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Le Cameroun, à l'état actuel, c'est juste impossible. Moi, je vous le dis, et quand je vous le dis, je suis déterminé. Et la chance aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls. Et la masse, ce n'est pas le plus important. C'est d'avoir les personnes stratégiques, les personnes ressources qui peuvent créer tout ce que vous pouvez imaginer dans un État. Donc, on n'est plus seul aujourd'hui. Moi, je vous le dis de manière très claire. Et on n'est pas tenaillé par les histoires de peur, parce qu'on a vu ce que la peur a fait de notre pays. C'est 40 ans d'immobilisme où on n'a quasiment pas avancé. Pas parce qu'il n'y avait pas les moyens d'avancer, on a les moyens d'avancer, mais il y a un refus d'avancer. Un sabotage organisé par beaucoup des nôtres, à qui on donne des budgets pour réaliser des activités, et puis se mettre en intelligence avec des forces étrangères pour saboter. Et donc, vous apprenez, quand on a fini de construire un barrage comme un Veleux, qui a pris des mois, et des années, c'est quand le barrage est livré que vous apprenez que non, jamais il ne fera les 211 mégawatts promis, il va faire éternellement 80 mégawatts. Vous pensez que c'est un hasard tout ça? Parce que les gens qui n'ont pas intérêt à ce que notre économie se structure autour d'une offre énergétique de qualité qui nous permet d'aller à l'industrialisation, les gens qui n'ont pas intérêt à ça, eh bien, ils se mettent en intelligence avec nos frères camerounais, et puis on vous crée des vices de fabrication qui font qu'on finit de fabriquer un barrage avec tant d'années, et puis à la fin, on se rend compte que non, on ne peut pas faire tourner les 4 turbines, parce que si on fait tourner les 4 turbines, le truc va s'écrouler. Non, voilà dans quoi on est. Et on ne peut pas rester tranquille sans rien dire. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. On ne peut pas rester tranquille. Il y a des petits oiseaux que nous avons dans notre pays, là-bas aujourd'hui, qui essaient de rouler carrosse, qui essaient de jouer à impressionner les Camerounais et tout, alors qu'il n'y a pas de background. Vous savez, ce n'est pas pour parler de nous autres, mais moi, j'avais à peine 23 ans quand j'ai créé ma première entreprise au Cameroun, qui existe jusqu'aujourd'hui. D'accord? Et beaucoup de ces gens qui n'existent que par la force d'un décret, parce que le président de la République a décidé un jour d'en faire des gens, aujourd'hui, c'est ces gens-là qui se positionnent en situation de narguer le gros des Camerounais, alors que nous savons que valeur absolue, il n'y a rien. Voilà, ils ne dépendent que du petit décret qui a été signé et qui, dans une république normale, ne serait pas signé. Oui, parce que quand le président nous dit
qu'ils nomment les gens sur la base de leur qualité professionnelle et humaine. Allez, on dit, OK, papa, tu as raison, parce que nous, on est des Bantous. Moi, je ne manquerai jamais de respect à cette figure, parce que je suis un Bantou. Chez nous, on respecte les aînés, même s'il y a des choses à contester. Donc, alors, on va lui dire, OK, papa, tu as raison, tu nommes les gens sur la base de leurs valeurs professionnelles et humaines. Mais alors, c'est quand même bizarre quand on va à la prison de Koningui, le nombre de gens que tu as nommés, qui y sont? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas fait, les services d'intelligence n'ont pas fait les enquêtes préalables pour savoir qui est qui fait quoi, et comment se fait-il qu'on soit quand même sur un casting qui soit un échec récurrent et permanent. Donc, à partir de ça, vous comprenez que ce soit ceux qui sont dans les prisons, que ce soit ceux qui sont dehors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gens qui ont un mérite particulier à être là. Après, il y a des gens brillants. Il faut rester raisonnable. On a beaucoup de gens brillants dans notre gouvernance actuelle. J'en connais, je les côtoie, j'en vois certains dans le cadre de mes travaux. Certains ont été même utiles, certains nous ont aidés et tout. Mais il y a une chose, il faut qu'on soit des hommes de conviction. C'est pas parce que, voilà, on va faire telle chose au Cameroun, on a aidé par tel, que du coup, on va commencer à jouer ce jeu-là, à commencer à dire que oui, tout va bien, alors que nous savons que ce n'est pas le cas. Non, on est sur un mensonge et je pense qu'on n'ira pas loin avec le mensonge. Il est temps aujourd'hui qu'on se réveille et ce réveil-là est salutaire pour notre pays et salutaire pour les générations d'après. Il est important que nous réconcilions les Camerounais, qu'on les rassemble à nouveau, au-delà de l'étiquette politique, et qu'on les mette au travail. Le parti du développement du Cameroun, il faut qu'on soit tous là-dedans, que chacun apporte ses savoir-faire, chacun apporte ses réseaux à l'international, que chacun apporte l'argent qu'il a planqué à gauche et à droite, son épargne et tout, pour construire un nouveau projet. Moi, je vous le dis, le Cameroun actuel que nous avons là, si nous, on nous le donne, je ne vous dis pas 5 ans. En 2 ans, on prend la tangente pour devenir comme Taïwan. Oui, parce que le problème que nous avons aussi aujourd'hui, c'est celui d'avoir des dirigeants qui n'ont aucune vision prospective. Ils ne savent pas comment on fait pour développer un pays. Nous, on a un projet très clair dans notre tête. On va construire d'abord des infrastructures. Nous sommes le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC, au cœur donc de la zone CEMAC. Eh bien, il faut tout de suite dégager 5 grandes autoroutes. Une pour Elie N'Djamena, une autre pour la Centrafrique, une pour le Nigeria, une qui va aller vers Brazzaville et une dernière qui va à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Dès que vous avez fait ça, monsieur, effet multiplicateur. Vous voyez, le Cameroun aujourd'hui est un puissant bassin de production, mais on produit, on n'a pas de voie d'écoulement. Les tomates pourrissent sur place à Fumbot, les avocats pourrissent à Mbouda et tout. Les mamans de la laitier qui sont à 2 pas de Yaoundé ne peuvent même pas déplacer leur production sur Yaoundé parce que l'état des routes est catastrophique. Alors, si vous créez ça, ce tissu routier-là. Et quand je parle d'autoroute, c'est des vraies autoroutes. Hein. C'est pas tout ce qu'on nous vend là-bas comme c'est des autoroutes à 6 voies, hein, 3 voies par 2. Donc, garantie au moins 40 ans. Parce qu'on ne va pas prendre des crédits pour financer ce type d'infrastructure pour qu'au bout de 2 ans, que ça commence à creuser et qu'on commence à se dire non, il faut encore. Non, c'est des autoroutes garanties 40 ans. Vous roulez dessus comme sur du tapis. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a 200 millions de gens au Nigeria, ce gros marché-là, des consommateurs de Okok, d'Ambiaré et tout. Si vous mettez des routes qui réduisent la vitesse commerciale, on est à 3 heures des Lagos au départ de n'importe quelle frontière, de n'importe quel coin du Cameroun. Vous vous rendez compte de ce que ça crée comme effet multiplicateur? On se retrouve avec une économie qui tout de suite va être florissante. Quand on a fait ces infrastructures, ne me demandez pas comment on va financer, nous avons des idées. Hein. Nous, de manière très simple, aujourd'hui, nous n'avons pas les flux financiers nécessaires pour financer ça. On est obligé de recourir à de l'emprunt sur les marchés financiers internationaux. C'est pour ça que nous, on a pensé à faire quoi? À faire un vaste plan Marshall. Donc, on fait pour le coup un vrai emprunt, 20 000 milliards sur les marchés financiers internationaux. Les 20 000 milliards nous permettent de financer ces 5 autoroutes qui vont tout de suite générer de la valeur. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Qui vont tout de suite générer de la valeur, créer de la richesse et produire des externalités positives. Voilà les choses que nous voulons faire. Avec cet argent, financer un système de sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas de développement avec des êtres humains qui ne sont pas en santé. Et la santé ne doit pas être corrélée au porte-monnaie. Si tu n'as pas d'argent, tu crèves. Alors, si on a tout le monde qui crève, qui va travailler pour construire la richesse? Donc, ça doit être un préalable. Construire un système de sécurité sociale
financer la formation, l'éducation. On a dit, nous, c'est 40% de notre budget pendant 2 générations. Ça nous permet de sortir en 2 générations des cadres, des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui, eux, vont avoir, avec leur travail, des pouvoirs d'achat leur permettant de financer à leur tour l'étude de leurs enfants. Donc, on désengage progressivement l'État. On réussit à annuler les 40% parce qu'on a des gens qu'on a formés qui se sont pris en charge. Nous avons des idées très, très claires. Quand nous disons qu'il faut mettre en place des dispositifs comme de l'OCAPRO, de locataire à propriétaire, de l'OCAPRO, pour nous, c'est quoi? C'est un dispositif qu'on veut mettre pour faciliter l'accès à la propriété à tous les jeunes qui rentrent dans la vie active. Oui, quand vous entrez dans la vie active, vous n'avez pas vocation à être locataire toute votre vie. Et le jour où vous allez en retraite, vous êtes un retraité pauvre, vous continuez à squatter les maisons à gauche et à droite. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque jeune Camerounais qui est actif, qui commence dans la vie active, eh bien, que ce jeune Camerounais qui commence dans la vie active, qu'on transforme les loyers qu'il payait en traite. C'est-à-dire que s'il payait 50 000 de loyer tous les mois à quelqu'un qui s'enrichit avec les 50 000, mais non, ces 50 000, il avance ça dans une maison qui lui appartient déjà. Au bout de 20 ans, il a remboursé les 12 millions que coûte la maison, il est propriétaire de sa maison. Vous voyez, on est sur des schémas très clairs et vous mettez un dispositif en place comme ça. Comment? Mais c'est simple. On vient, avec les réseaux que nous avons à l'international, appeler 3 ou 4 gros consultants immobiliers pour leur vendre l'idée de nous faire des villes intégrées, des projets de villes intégrés. Donc, avec les collectivités locales décentralisées, l'État central se met en intelligence pour libérer du foncier. Quand on a libéré du foncier, ces gens viennent, ils construisent des villes, ils se rémunèrent sur l'exploitation des projets. On est sur un truc, une dynamique de développement global qui fait qu'on va vers l'avant. Donc, vous voyez, nous, on a une idée très précise de ce qu'il faut faire pour que le Cameroun décolle demain. Comment on finance une assurance maladie qui, pour moi, est un préalable à tout? Ben, écoutez, il suffit simplement de dire, bon, on va créer une TVA sociale qui va être indexée sur les produits de consommation de première nécessité. C'est utile. Arrêtez d'apprendre aux gens qui n'ont que des droits et pas des devoirs. Chacun paye, on dit sur une boîte de, je sais pas moi, de riz et tout, il y a 50 francs de TVA sociale qui vont financer la caisse d'assurance maladie. Avec ça, vous soyez chaque Camerounais qui est malade. On ne se retrouve pas avec des femmes à qui on ouvre le ventre avec des couteaux devant les hôpitaux, sous prétexte qu'elles n'ont pas d'argent. Vous vous rendez compte? On va où avec ça? Donc nous, on a une vision très claire de ce que nous voulons faire si nous arrivons aux affaires demain. Et nous, il ne faut pas beaucoup d'années. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est de dire, bon, on bat le rappel des troupes. Tous les Camerounais de bonne volonté, où qu'ils soient, diaspora et compagnies locales et tout, maintenant, c'est le règne du mérite. Fini les histoires de si tu n'appartiens pas à la secte X, tu ne peux pas être incorporé dans le gouvernement. Vous vous rendez compte? Tout un gouvernement d'un pays confisqué par une société de pensée. Vous vous rendez compte? C'est pour que ça donne quoi? Alors qu'on a tous ces pouvoirs qui cohabitent dans notre société. On a le Ngon, des Bamoun, on a le Ngondo, des Douala, le Mbok, des Bassa, toutes ces sorcelleries-là, complètement écartées du système, au profit de quoi? De sociétés de pensée, en plus, exogènes. Vous vous rendez compte? C'est pour que ça donne quoi? Il faut faire cohabiter toutes ces sociétés de pensée pour qu'elles se challengent. Si elles se challengent mutuellement, ça produit des flux positifs pour l'ensemble de la nation. Voilà des choses que l'on veut faire de manière très concrète, qui vont faire que très rapidement, eh bien, on va aller de l'avant. On ne sera pas là à regarder que oui, tel il est baminiqué ou machin. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre pays? Et puis mettre en place des mécanismes qui font marcher les choses. Aujourd'hui, on a nos jeunes qui meurent dans les armées, là, qu'on tue, parce qu'on les envoie dans les théâtres d'opérations complètement artificiels, fabriqués et tout. Le jeune, il a à peine 23 ans, il vient à peine de faire un enfant à une femme, de commencer à construire sa famille, il va à Bakassi, il prend une balle, ou je ne sais pas moi, dans le nord-sud-ouest, il prend une balle et il laisse une veuve avec un enfant dont l'avenir est compromis à vie. Nous, on a fait quoi? On a pensé à mettre en place la TASPA, la taxe de solidarité pour les armées. Donc, toute force de l'ordre, armée, gendarmerie, police, qui est sur un théâtre d'opération, eh bien, au cas où il tombe sur le théâtre d'opération, dès qu'il y a un théâtre d'opération, il y a un ordonnancement par décret présidentiel de cette taxe, qui est une retenue qu'on va mettre sur certains produits, et puis ça permet de créer une caisse qui permet de venir en aide maintenant aux familles de ces soldats qui tombent sur le front, de continuer à financer les études de leurs enfants, de venir en aide à leurs veuves.
Donc, on a une vision qui est très claire du développement du Cameroun. Il ne faut pas 10 ans. Je vous dis, en 2 ans, on prend la tangente. On devient un pays que les gens commencent à regarder avec envie. Il faut fabriquer des nouveaux services. Vous voyez, aujourd'hui, nos services d'intelligence, ils servent à quoi? À produire des faux rapports pour noyer un tel ou un tel. Un type comme le président de la République du Cameroun, on fait arriver sur sa table des fausses fiches de renseignement sur des gens à qui on veut nuire. Et qui fait ça? Ce sont ses collaborateurs. Vous voyez dans quelle république on vit? Vous imaginez ici en France ou dans un autre pays du monde sérieux où on va faire arriver un truc complètement bidonné sur la table du président de la République? Et c'est sur cette base que ce dernier est appelé à se prononcer, à décider sur la vie des gens. Je me souviens, j'étais au Cameroun, un de nos aînés avec qui je suis pas en odeur de sainteté, il s'est permis de commander une fiche comme celle-là sur moi, qui est arrivée sur la table du président de la République, disant oui, ce monsieur-là, en réalité, c'est un dangereux subversif. D'ailleurs, c'est un ami de Maurice Kamto, qui est juste en infiltration au Parti républicain. Ils ont fait arriver ça sur la table du président de la République. Vous vous rendez compte dans quel pays on est? Donc, nous, il faut fabriquer des vrais services d'intelligence en faisant émerger une nouvelle police scientifique et tout, développer le côté scientifique des choses et mettre des budgets illimités pour qu'on ait des services d'intelligence qui soient au niveau de l'ambition que nous nous fixons pour notre pays. Regardez bien aujourd'hui dans le monde, vous avez 2 pays, le Rwanda et la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 pays? Eh bien, ils ont en commun qu'ils se sont relevés. C'est des pays qui ont connu la Renaissance en ayant à leur tête des anciens patrons de services d'intelligence. Parce que le service d'intelligence dans un pays normal est le défenseur de la raison d'État. C'est froid. Ce qui intéresse un service d'intelligence, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Pas de faire des petits travaux à la con comme cela, où on va prendre tout un agent de la DGRE pour prendre un faux rapport qu'ils vont aller soumettre au président de la République. Si ce dernier n'a pas d'autres canaux d'information, eh bien, il va dire, allez, guillotinez-le. Et on va me guillotiner sur la base de quoi? Sur la base de qu'il y a X ou Y à qui je ne plais pas. Peut-être que sa femme, pendant ils étaient dans la chambre, sa femme m'a vu à la télé, elle lui a dit, vraiment, j'aime beaucoup ce gars. Et puis, la détestation part de là. Et sur la base de ce truc, le bonhomme va mettre ma tête à prix dans une affaire. Mais c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et il va falloir que ça s'arrête. Bon, les amis, je vous remercie beaucoup. Pour résumer, il faut revoir le statut de l'enseignant. Nous, on a un projet très clair, celui de tripler les salaires des enseignants de base au secondaire et à l'université. Un enseignant de base au Cameroun ne doit plus toucher, en tout cas sous notre gestion, ne touchera pas moins de 400 000 de salaire avec une banque dédiée aux enseignants, une banque des enseignants. Ils pourront avoir un accès privilégié au crédit automobile et tout. L'enseignant doit retrouver la superbe qu'il mérite. Ça, c'est la vision qui est la nôtre aujourd'hui. Un enseignant de secondaire ne doit pas toucher moins de 500 000 francs de salaire et un enseignant d'université pas moins de 600 000 de salaire. C'est la vision qui est la nôtre. On a des mécanismes pour financer de ça. Ça, c'est en ce qui concerne la question de l'enseignement. Et puis, donner le travail aux parents. Un type qui a faim, qui est là, qui est en train de douter de sa vie, qui se dit, j'ai raté ma... Mais vous voulez qu'il donne quelle éducation à son enfant? Quand l'enfant rentre même sa peine s'il le regarde. Donc, il faut donner du travail, redonner de la dignité aux gens. Si les gens sont dignes, ils vont enseigner la dignité à leurs enfants. C'est aussi simple que ça. Et ils vont plutôt sous-traiter à des enseignants qui déjà même ne sont pas pris au sérieux par la société. Donc, voilà la vision qui est la nôtre pour ce qui concerne les arrestations arbitraires qu'on a vues ces temps-ci au Cameroun, que ce soit le cas du journaliste Martinez Zogo. Ce qu'on dit, nous n'encourageons pas la diffamation. Ce n'est pas du tout le propos. Mais ce qu'on dit, c'est que nous devons respecter les lois et les procédures que nous imposent ces lois. L'une de ces procédures dit qu'on ne peut pas arrêter un individu parce qu'il a diffamé. On lui porte plainte. Et en plus, un journaliste. Et le procureur ne peut pas signer un mandat de dépôt de quelqu'un pour diffamation, un journaliste pour diffamation, parce qu'il n'a pas qualité pour établir la nature du délit. La seule personne qui peut dire effectivement il y a diffamation, c'est un juge. Voilà, c'est un juge qui peut dire effectivement il y a diffamation, parce que ce type, je l'ai reçu, je suis le seul habilité à le recevoir et de lui demander de me produire des éléments de preuve des faits qu'il allègue.
Et comme il n'a pas pu me les produire, alors j'en conclus qu'il n'a pas de preuves, donc il y a diffamation. Donc Martinez, avec le vice de procédure qu'on a observé autour de son interpellation, il n'a rien à faire en prison. La procédure va être frappée de nullité. Et puis maintenant, les gens, et je ne dis pas qu'il n'a pas diffamé, ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, personnellement, ma vision, c'est qu'on n'a pas à s'attaquer aux conjoints, aux familles, les gens qui sont dans l'action publique. Il faut s'attaquer à ces gens, parce que c'est avec eux que la société a un contrat. Ce n'est pas avec leurs épouses ou bien avec leur famille. On s'en fout de leur famille. C'est eux qu'il faut attaquer directement. Mais respectons les procédures que nous nous fixons, parce que l'autorité respectable, c'est l'exemplarité, c'est la bienveillance. Et là, en l'occurrence, on n'a ni l'exemplarité, ni la bienveillance. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on dit sur Martinez. Sur le cas des menaces qui planent sur tous les lanceurs d'alerte du type Sébastien et Bala, on dit que personne ne sera tué. Ça, on vous le dit de manière très claire. Voilà. Et ce n'est pas la peine d'envoyer des gens comme c'est en train de se passer, parce que tous ces gens-là, à peine ils arrivent, ils sont signalés. Déjà, on va commencer à les faire arrêter, pas pour les garder ici, ça ne sert à rien, ce sont nos frères camerounais. Tous ces gens-là, on va les faire arrêter pour les reconduire simplement à la frontière. Les Français ne vont pas laisser que venir salir leur karma de peuple avec le sang sur des conneries qui peuvent être réglées autour d'une table entre personnes responsables. Parce que le Cameroun est la propriété de tout le monde, ce n'est pas la propriété d'un X ou d'un Y, parce qu'il est directeur, il est ministre ou bien il est président de la République. Non, le Cameroun est la propriété collective de tous les Camerounais et vous n'arrêterez pas ce qui a commencé à se faire là de cette manière. La seule façon d'arrêter ça, c'est de prendre acte du fait que les gens ne sont plus contents, les gens ne sont plus prêts à accepter certaines choses et donc il faut réformer le système. C'est l'engagement qu'avait pris le président de la République, le président Biya à l'Assemblée nationale le jour où il prêtait serment. Il n'a pas tenu cet engagement. Aujourd'hui, la chienlit s'installe peu à peu dans notre société. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Et je remercie Médiatique, cette plateforme qui monte, de me faire cet honneur d'un temps d'antenne qui me met en prise directe avec mes frères et sœurs camerounais. Soyez tous bénis et que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Bonne soirée.